Salut tout le monde, bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Je m'appelle Gab Masson et comme à l'habitude, on est de retour avec un autre épisode du podcast pour se parler non pas juste dans le blanc des yeux, mais on va aller se parler dans le franc des yeux pour essayer de comprendre avec peut-être un peu plus de franchise si on est capable, qu'est-ce qui se passe dans le monde, d'où venons-nous et peut-être un petit peu où est-ce qu'on s'en va aussi avec nos invités. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir quelqu'un, ça va être une discussion intéressante en fait, laissez-moi vous le présenter tout de suite. Après 11 années environ, je crois, à travailler comme avocat, on peut comprendre dans la lettre ouverte de l'ex-avocat maintenant, Louis-Olivier Fontaine, que les événements des dernières années ne lui permettaient plus vraiment, si on veut, de travailler sa passion, mais lui donnait peut-être plus l'impression de s'être retrouvé en prison. Du moins, c'est quelque chose que j'ai dégagé de son texte. Alors, dans un acte qui a fait assez de bruit quand même dans les dernières 2-3 semaines, peut-être sur le web au Québec, eh bien, il a décidé de s'évader de cette prison et de repasser à l'extérieur des barreaux, non pas nécessairement des barreaux, mais au moins du barreau. Louis-Olivier Fontaine, il est avec nous aujourd'hui et je vous le présente à l'instant. Salut Olivier, Louis-Olivier, merci beaucoup d'être avec moi. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on se parle un peu dans le franc des yeux ce soir? Bonsoir Gabriel, merci pour l'invitation. Oui, je suis prêt. On peut se parler dans le franc, dans le blanc des yeux. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, premièrement, de te joindre à moi. Écoute, avant de commencer, deux choses. Premièrement, pour les auditeurs, je vais faire un petit trauma-avertissement en bon québécois, un trigger warning, parce que peut-être qu'on va parler d'un sujet qui sont des fois un peu plus hypothétiques que d'autres, hein, des choses qui sont moins convenues dans les consensus de masse généraux et tout ça. Fait que s'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui tombent sur cette entrevue-là ici, mais qui ont envie de rester dans le convenu, vous n'êtes pas obligé non plus de vous aventurer si ce n'est pas le genre de truc qui vous intéresse. Pour les autres, venez-vous-en, on part, puis on va se parler dans le franc des yeux, tout le monde ensemble. Et écoute, juste avant de commencer, je veux faire un moment, en fait, pour résumer comment ça s'est passé, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait, je pense, quand j'ai réussi à rentrer en communication courriel avec toi, Louis-Olivier. Puis, j'avais l'intention d'aller dans un sujet pour le show, puis j'étais tout mindé là-dessus. J'étais comment on pourrait parler là, de tout le système de justice, toutes ces affaires-là. Je t'en ai parlé un peu au téléphone, des citoyens souverains, puis cette espèce de grosse idée-là qui est autour de ça, qui est très, très aussi démonisée par, entre autres, les médias et tout ça. Mais finalement, bon, tu me dis, tu sais, écoute, c'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé, mais tu m'as relancé sur d'autres sujets. Puis là, moi, quand tu me dis ça, honnêtement, Louis-Olivier, je me suis dit, ah, ça y est, c'est une taupe. C'est de l'opposition contrôlée. Le barreau a envoyé Louis-Olivier Fontaine. Ils l'ont dit, démissionne, va-t'en infiltrer le mouvement des résistants, whatever, du web, Internet québécois et dévie la situation pour pas qu'on parle du système de justice. Fait que là, ça, c'était mon idée en tête. Mais là, tu m'as rattaché, tu m'as dit, écoute, il y a d'autres sujets, par exemple, qui m'ont intéressé beaucoup. Et puis, tu me disais que tu avais jeté un coup d'œil au show, mon pilote que j'avais appelé Obstination, que j'avais fait avec Héloïse Bois. Puis, il y a une couple de sujets qu'on avait abordés dans ça de façon discrète, mais qui prenaient un peu de place, dont la question de la virologie, de la science, à cause des 4 dernières années et tout ça. Et tu m'avais dit que ça t'avait quand même fasciné. Fait que je me suis dit, écoute, si ça tente de parler de ça, par exemple, ça pourrait être super intéressant parce que pour les gens qui suivent le show ici, je vous inviterai à écouter, je vais donner quelques références qui vont être dans la description. Dans la première saison que j'ai faite, l'épisode, je crois, 15 avec Christine Massy, qui est sous-titré en français, l'épisode 33 ou 34 total avec Jérémy Mercier, et un autre avec Jamie Andrews aussi, qui est un peu plus difficile à écouter. Donc, il y a 3 épisodes qui sont faits sur ce sujet-là ici. Donc, je vous invite les gens à écouter à ce niveau-là. Ça étant dit, donc, c'était juste une mise en contexte pour les auditeurs. Donc, merci beaucoup d'avoir poussé un peu la note et d'avoir accepté mon invitation, Louis-Olivier. Et pour glisser tranquillement vers ce sujet-là, puis on va aller vers d'autres sujets, là, on ne va pas parler uniquement de ça. Faisons quand même un rappel donc, de ta situation, peut-être un espèce de survol que tu as fait déjà à quelques reprises dans tes entrevues et tout ça, mais pour voir un peu finalement qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui devant moi. Donc, si je crois, là, ça fait plus de 10 ans que tu pratiquais comme avocat, tu as remis ta décision, ta décision, oui, très, très intense, en fait, de remettre ta démission. Donc, fais-nous un peu le survol à vue d'oiseau de qu'est-ce qui s'est passé dans cette décennie. Oui.
Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, oui, effectivement, je suis devenu avocat en 2013. Donc, j'ai pratiqué pendant 11 ans, un petit peu plus de 11 ans. Et voilà, c'est ça. Quand je suis rentré dans la profession, j'étais pas 100% naïf. Hein. Évidemment, je savais que, c'est ça, je savais qu'il y avait bon, que peut-être que j'allais travailler dans un grand cabinet ou qui travaille pour des grosses compagnies. Bref, j'avais pas des lunettes roses. Je me doutais là, qu'il allait y avoir des questions éthiques ou bon, qui allaient se poser. Mais bon, quand c'est vraiment l'événement, la crise de 2020 m'a vraiment ouvert les yeux sur, voilà, sur la réalité là, dans laquelle on est. Euh, donc, vraiment, là, quand la crise de 2020 est survenue, je venais de terminer un contrat là, pour une grande entreprise là, qui est dans le domaine de la distribution alimentaire puis distribution des carburants. Et là, je me suis retrouvé, c'est ça, donc sans contrat. Évidemment, tous les processus d'entrevue que j'avais commencé, tout a été arrêté, évidemment, là, à cause des lockdowns et tout et tout. Et là, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps pour réfléchir, puis pour faire des recherches, faire des lectures. Euh, donc, voilà, c'est ça, c'est là que j'ai mis c'est là que j'ai fait mes premières incursions dans le proverbial rabbit hole en anglais, hein, le terrier de lapin. Ouais, ouais. Et là, c'est ça, j'ai voulu comprendre. Donc là, on nous dit qu'il y a un virus, un nouveau virus mortel qui vient de Chine. OK, ben c'est quoi un virus? C'est quoi un virus? Je sais pas c'est quoi un virus. Moi, j'ai quand même fait de la biologie. Moi, j'ai fait mes séances au cégep. J'avais pris même les cours optionnels en biologie. Donc, j'ai quand même certaines bases. C'est-à-dire que sur papier, hein, j'ai les prérequis nécessaires pour faire un cours de virologie 101, là, même si ça fait plusieurs années que je suis sorti du cégep. Mais voilà, j'ai déjà fait des séances. Je suis capable de lire des textbooks. Je suis capable de lire des études scientifiques. Et c'est ça, j'ai téléchargé carrément un textbook de virologie. J'avais même commencé un cours en ligne qui était donné par un professeur de l'université Columbia, je crois, aux États-Unis. Vraiment OK. vraiment un cours de virologie 101. Je l'ai pas suivi au complet, là. Mais juste assez pour me rendre compte très, très, très rapidement qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Et j'ai voulu en savoir plus. Par exemple, qu'est-ce qu'il disait ce professeur-là, dont j'ai oublié le nom? Euh, dans son premier cours, Dans son premier cours en ligne que j'ai suivi, il disait, regardez dans le cadre de telle pandémie, je ne sais pas si c'était la H1N1 ou une autre, il dit, regardez comment les médias vous ont pas donné la bonne information. Et là, j'ai trouvé ça fascinant. Et, Puis là, et, et juste au niveau du temps, là, on était quoi, en 2020 encore ou 2021, ou est-ce que tu as décidé de te sauter là-dedans? Puis, là, je parle au printemps, je parle au mois de mars, avril 2020, là, dès le début. direct au début, tu es rentré là-dedans direct. OK, OK. Oui, j'ai jamais, en fait, j'ai jamais eu peur, j'ai jamais embarqué dans la panique, là. Ben, une chose qui m'a préservé en passant, c'est de ne pas avoir de télévision, de ne pas écouter la radio, de ne pas lire les journaux. Donc, moi, je lisais, ben, en fait, il y a un truc que je lis régulièrement, là, je lis des publications financières. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était l'aspect financier de la chose, parce que là, je voyais qu'il y avait il y avait des opportunités intéressantes qui se présentaient. Donc, donc, pendant que les gens étaient en train de paniquer, ben moi, j'étais à la banque pour demander un prêt pour investir. Donc j'ai vraiment pas embarqué dans la panique. Tout de suite, j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui clochait. Hmm. Et c'est pour ça que j'ai voulu me renseigner qu'est-ce que c'est qu'un virus, qu'est-ce que c'est que la virologie. Euh, donc c'est un peu comme ça là, que j'ai tombé dans le terrier de lapin. Et après ça, ben ça l'a dégénéré. Euh, donc c'est un peu ça c'est un peu ça là, qui m'a amené à me poser beaucoup de questions, là. Et moi aussi, je suis une personne très très curieuse. Ben d'ailleurs, j'ai accepté ton invitation après avoir écouté le début d'une entrevue, hein, celle avec justement Héloïse Bois, où tu disais que tu étais un curieux pathologique ou quelque chose comme ça, un Ah trouble. ouais. Ben c'est ça. Je pense que je souffre là, du même syndrome.
du même syndrome mais pas encore dans le diagnostic officiel, je pense, de la médecine moderne. J'appelle ça le TO2C. À la place du TOC, c'est le TO2C, le trouble obsessif de la curiosité compulsive. Fait que c'est pas drôle, en fait, honnêtement, quand tu souffres de ça, parce que tu es tout le temps poussé à rechercher puis à t'informer malgré toi et puis à des fois à en parler un petit peu trop avec les gens autour de toi. Fait qu'il y a une question de contrôle personnel qui est bien importante dans ça. Mais je te parlerai pas de mes problèmes familiaux qui en sont découlés. OK. Mais écoute, c'est super intéressant quand même. Tu as quand même fait ça hyper vite. Puis, Ben, si tu me permets peut-être, excuse-moi ouais. Non, vas-y, vas-y. de t'interrompre, je me rends compte que j'ai pas vraiment dit ce que j'ai fait. Je voudrais peut-être le dire quand même assez rapidement, qu'est-ce que j'ai fait Oui, ben, entre... c'est ça que j'allais dire, en fait. Good, vas-y, Ah, vas-y. OK, c'est ça, parce que là, je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question. Donc, en 2000, là, on est en 2020, puis là, aujourd'hui, on est en 2024. Mais rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au printemps 2021, moi, je cherchais d'autres avocats qui étaient partants pour déposer par exemple, un pourvoi en contrôle judiciaire pour faire contrôler la légalité et la constitutionnalité des décrets gouvernementaux. OK. Et je trouvais personne. J'ai écrit des courriels à des bureaux d'avocats, j'ai écrit des courriels à des anciens collègues. Et je voyais qu'il se passait rien au Québec. Et finalement, c'est ça, je suis tombé sur un avocat qui travaillait à l'époque justement un pourvoi en contrôle judiciaire pour la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. C'est l'avocat Dominique Desjarlais. Desjardins, ouais. Et voilà, je l'ai contacté, puis il m'a dit, ben oui, écoute, passe à mon bureau, puis on va voir là, comment tu pourrais m'aider. Donc, c'est là que j'ai commencé mon implication, là, vraiment plus formellement là, dans la cause, je ne sais pas comment le dire. Là. C'est ça. Donc, ça a duré quelques mois pour toutes sortes de raisons. Là, il a fini par se retirer du dossier. Donc là, ben, étant donné que moi, je travaillais pour lui, ben voilà, ça se terminait. Voilà, j'ai découvert Réinfo Québec. Excuse-moi, quand est-ce que ça s'est terminé, dans le fond, cette collaboration, si on veut, ou ces dossiers? On était rendu au mois d'août. Au mois d'août 2021, il avait plaidé, Maître Desjarlais, il avait plaidé une demande de sursis, OK, pour faire arrêter le port du masque par les enfants dans les écoles. Ouais, ouais. Et il avait plaidé cette demande-là en sursis. Cette demande-là a été rejetée par le juge de la Cour supérieure. Et ça a été, déjà là, ça a été un gros choc là, de voir que malgré le fait que dans ce dossier-là, on avait des rapports d'experts très, très, très bien faits. On avait 2 rapports d'experts là, concernant les masques. On savait que l'OMS, initialement, nous disait que le port du masque, il y avait des avantages et des désavantages. Les avantages étaient des avantages potentiels, donc tout ça n'avait jamais été prouvé scientifiquement, les avantages potentiels des masques. Les désavantages, eux, étaient bien connus. Donc, j'étais certain qu'on allait gagner j'avais bon espoir qu'on allait gagner cette demande-là en sursis pour faire arrêter le port du masque, Ouais. surtout chez les enfants qui les portaient à l'école jusqu'au mois de juin. Là. Mais bon, on a vu les délais, on était rendu au mois d'août quand ça a été plaidé, mais l'idée, c'était de faire arrêter ça pendant l'année scolaire. Mais bon. Donc ça a été un gros choc là, de voir que malgré le fait qu'il y avait des études, des rapports d'experts très, très bien faits, que l'OMS ne le recommandait pas, le port du masque. L'OMS a fini par changer son fusil d'épaule je pense que c'était au mois de juin 2021. Mais en tout cas, bref, donc cette collaboration-là s'est terminée. L'avocat s'est retiré du dossier. Puis moi, comme je travaillais pour lui, ben voilà, je ne travaillais plus dans le dossier. J'ai découvert ensuite de ça Juste, Réinfo. je vais faire une petite parenthèse juste avant que Ouais. tu poursuives, tu poursuivras juste après. Est-ce que tu te souviens, c'était-tu une question de jurisprudence ou c'était directement, il avait jugé que les témoignages d'experts n'étaient pas assez puissants pour renverser les avantages qui venaient du gouvernement? Est-ce que tu te souviens de c'était quoi la décision? Oui, oui, je m'en souviens. Ce qui arrive là, c'est que, puis il y Mettons a eu très, d'autres... très vite, là, mettons, là, tu sais, juste pour le fun, là, tu sais. Parce qu'en fait, puis la Ouais, raison, c'est que, là, tu sais, bon, tu dis que t'aimes, ben, en tout cas, on a jasé un peu, puis tu disais, toi aussi, t'aimes faire des parallèles entre les différentes situations, tout ça, tu sais, moi, ouais, c'est mon gros trip, là, tu sais, je fais tout le temps des liens, puis que les gens sont comme, voyons donc, tu sais, t'as ouais, pas c'est ça. rapport de penser ça. Fait que c'est un peu too much des fois, mais j'écoutais, en fait, justement, Madame Junot, je sais pas si tu as vu, je pense que c'est Héloïse, en fait, justement, qui a fait une entrevue avec Annie Junot, qui est naturopathe, qui est en train d'être en cours. Elle s'en va à la Cour d'appel du Canada pour aller défendre en tout cas toute la question des produits naturels.
Et elle s'est rendue compte, elle, dans le fond, elle a tout fait ses recherches elle-même parce qu'elle n'était pas capable de payer les avocats pour avoir assez de temps là, en termes d'argent pour qu'eux fassent les recherches sur les anciens trucs judiciaires. Et elle s'est rendue compte, dans le fond, qu'il y avait des jurisprudences qui étaient basées sur des interprétations des lois antécédentes avant qu'ils soient modifiés et que les décisions rendues contre les naturopathes puis contre les gens qui ne sont pas dans l'ordre du Collège des médecins, qui se font poursuivre, mettons, par le Collège des médecins ou des choses comme ça, il était basé sur une loi qui était plus actuelle. Fait que là, elle-même, elle a trouvé ça. Puis là, elle s'en va, dans le fond, essayer de voir à l'appel si elle peut faire changer, dans le fond, les jurisprudences, si je comprends bien, pour que les nouvelles jurisprudences, là, évidemment, je ne fais pas les bons mots, là, tu corriges, dans ta tête, tu dois faire non, 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 mais c'est juste pour te donner une idée. Fait que est-ce que tu te souviens, dans le truc, Ouais. il y avait, au niveau de la décision, y a-tu comme un parallèle avec quelque chose comme ça? Ben, premièrement, ce dossier-là de Mme Junot, je le connais pas du tout, fait que je peux absolument pas OK. commenter ça. J'ai vu passer son nom, là, je vois là, j'en ai entendu parler, mais je connais pas du tout les détails. Mais ce que je peux dire, c'est que au stade de la demande de sursis, c'est comme une demande d'injonction. Donc, il existe effectivement une jurisprudence, donc oui, des décisions antérieures qui sont venues dire que au stade de la demande d'injonction ou de la demande de sursis, c'est la même chose. À ce stade-là, il existe une présomption, OK, une présomption selon laquelle les décisions gouvernementales sont faites dans l'intérêt de la population. Et là, pour venir C'est ça. Je renverser, pense que tu l'avais déjà dit sur une autre entrevue. OK, OK, oui, ouais, ouais. je l'ai sûrement déjà dit. OK. Donc, et ce qui veut dire que le demandeur qui veut faire finalement suspendre dans l'urgence, disons, des décrets gouvernementaux, il y a un fardeau très, très, très lourd il doit se décharger d'un fardeau très, très lourd. Donc, parce qu'il y a une présomption que le gouvernement a pris ces mesures-là, hein, dans Ouais, le contexte d'une pandémie mondiale, blablabla, pour la santé et la sécurité de la population. Donc, dans le fond, le juge n'a même pas embarqué dans les rapports d'experts. c'est ça. C'est juste, il y a une pandémie Wow. mondiale. Euh, donc, ça a été un gros choc. Là. Tout de suite, là, à ce moment-là, j'ai fait, et comme j'ai dit, on était au mois d'août 2021, je me suis dit, oh, là, c'est mal parti au niveau judiciaire. Là. Et Ouais, c'est là que ouais. j'ai décidé de m'impliquer après ça au mois d'août. Oui, c'est ça, c'était fin août 2021. J'ai découvert le Réinfo COVID Québec, là, maintenant Réinfo Québec, tout simplement, mais à l'époque Réinfo COVID Québec. Ouais. J'ai découvert ce groupe-là, puis j'ai commencé à m'impliquer avec eux. Donc, voilà, j'étais avec eux depuis ce temps-là. Qu'est-ce que j'ai fait? On a fait une conférence publique avec Ouais. d'autres avocats, novembre 2021. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à représenter des professionnels qui étaient poursuivis en matière disciplinaire. Et ça, c'est des dossiers là, qui se sont étirés là, sur plusieurs mois, même plus d'une année. Et ces dossiers-là, ça a été tous des échecs. Hein. Donc, tous les professionnels au Québec qui ont osé prendre la parole pour contester le récit officiel, ils ont tous été mis sous enquête. Après ça, la plupart ont subi des plaintes disciplinaires de la part de leur ordre professionnel. Et une fois qu'il y a eu une plainte, soit qu'ils ont plaidé coupables ou ils ont été reconnus coupables, ils ont été condamnés. Il n'y en a aucun qui a été acquitté. Et ça a été une des raisons pour laquelle j'ai décidé de démissionner là, en protestant contre justement cette censure-là des professionnels, les représailles dont les professionnels font l'objet. C'était ce qui a motivé ma démission. Puis une autre chose, rapidement, j'ai été procureur pour la commission d'enquête nationale citoyenne, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Là. Il y a eu des audiences à Québec au mois de mai dernier, donc entre le 11 et le 13 mai 2023. Donc, avec d'autres avocats, j'ai été un des procureurs là, qui nous avons interrogé là, plusieurs experts, plusieurs victimes là, des fameuses injections COVID. Et là, je me disais, bon, on va peut-être réussir avec ça à faire connaître au public la version alternative Ouais. au récit officiel. Et franchement, ça l'a tombé à plat, la commission citoyenne. Il n'y a eu aucun article dans les médias, sauf, je crois, je ne sais pas si c'est au Manitoba ou un article, je crois, une mention dans les médias, mais quelque chose de très, très neutre. Là. Sinon, ça a été le silence radio complet.
Donc, c'est ça. Donc, toutes ces déceptions-là m'ont mené finalement à prendre la décision de démissionner. Puis, je me suis dit qu'en démissionnant, j'allais sûrement avoir plus d'impact, j'allais réussir peut-être à partager mon histoire et que j'allais peut-être avoir plus d'impact comme ça. Puis, on dirait qu'il y a un certain intérêt là, pour mon geste. Donc, je suis content. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis juste, mettons, avant de finir sur toute cette parenthèse-là, ta décision, est-ce que tu avais commencé graduellement dès 2020, tout ça, à y penser? Est-ce que même avant la pandémie, t'avais-tu déjà réfléchi, de dire, tu sais, parce que tu disais que quand tu es rentré dans le domaine, Mhm. tu n'étais pas non plus trop naïf à 100%. Y a-tu des choses que tu as vécues avant la pandémie qui t'avaient déjà commencé à faire dire, ouais, c'est limite pour moi déjà, ou c'est vraiment à partir de la pandémie que tu as fait, oh, OK, là, ça marche pas. Non, non, la réflexion avait commencé là, bien avant, oui. Ouais. Entre autres, j'en ai déjà parlé en entrevue, je crois, là, mais dès les études, on avait un prof qui était très critique du droit, qui nous avait fait lire un texte d'un prof de l'université Harvard, un certain Duncan Kennedy, et pour lui, il était très, très critique. Il disait que la faculté de droit servait juste finalement à inculquer aux futurs avocats le respect de l'autorité et le respect de la hiérarchie. Donc, tu peux imaginer, là, on est sur les bancs d'école en première année, puis on se fait dire que, ben, OK, selon ce professeur-là, ben, la faculté, elle sert juste à ça. Puis après ça, ben, on va devoir obéir aux ordres, puis respecter la hiérarchie. Fait que là, déjà, je me suis dit, ouais, dans quoi je m'embarque? Ouais. Mais en même temps, une des raisons pour lesquelles j'ai étudié en droit, c'est que je voulais comprendre la société. J'avais compris que le droit était présent partout dans la société. Hein. Il y a pas un sujet là, qui a pas un volet juridique. Puis comme j'ai déjà dit aussi en entrevue, en tout cas à ce niveau-là, j'en ai eu pour mon argent. Donc là, j'ai vraiment eu une bonne compréhension de notre société. Puis après ça, c'est ça. Dans le milieu du travail, là, il y a eu plein de... Je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais il y a eu plein d'incidents où là, j'ai compris que, OK, ce qui est important, c'est pas nécessairement de trouver la bonne réponse juridique, d'avoir un raisonnement qui se tient, puis un bon raisonnement juridique, c'est ça, c'est plus de, comment je pourrais dire, c'est ça, c'est d'obéir aux ordres pour atteindre certains objectifs. C'est pas tant un bon avocat, c'est pas nécessairement celui qui a le raisonnement juridique le plus fin puis le plus sophistiqué là. C'est pas ça. Je m'en suis rendu compte très très rapidement. Et aussi rapidement, je me suis dit, OK, on était peut-être rendu en 2018. Je me suis dit, OK, non, je ne ferai pas ça toute ma vie, donc je vais essayer de trouver un plan B, puis je vais essayer de de me sortir de ce système-là dans un horizon, là, disons, à moyen terme. Fait que là, j'ai commencé à m'intéresser à, c'est ça, à l'investissement, Ouais, ouais, ouais. disons, à la simplicité volontaire aussi. Donc c'est ça, je voulais sortir du système. Et là, c'est ça, quand les événements 2020 sont survenus, ben là, ça a un peu, disons que ça a un peu changé mon projet. Et puis là, je me suis dit, ben là, crime, c'est l'occasion d'une vie. Là. Non, mais vraiment, j'avais jamais vu des atteintes. Ben en fait, on n'a jamais vu des atteintes aussi importantes à nos droits et libertés. Je me suis dit, OK. Puis moi, c'était quelque chose qui était important pour moi aussi. Donc oui, je voulais comprendre la société, mais j'espérais que dans mon travail, j'allais pouvoir, disons, participer à la défense des droits et libertés ou, bon, améliorer la société, etc., etc. Et là, je vois que euh, comme la pire crise qu'on n'a jamais connue de nos vies arrive. Et là, je suis un acteur, je suis un avocat, j'ai la connaissance. Et là, je vois qu'on fait n'importe quoi avec la loi sur la santé publique. Je vois que le renouvellement de l'état d'urgence comme ça, de semaine en semaine, par le gouvernement, sans aller chercher le consentement de l'Assemblée nationale, je voyais tout ce qui marchait pas tout d'un coup, là. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, je prendrai pas ma retraite tout de suite, là, je vais m'impliquer pour essayer de défendre les C'est droits ça. des Quand tu dis Québécois. ça a changé ton plan, en fait, pas gâché, mais c'est que dans le fond, toi, tu étais quasiment plus prêt, plus vite que ça à quitter finalement. Mais là, avec ça, tu as dit, ah ben là, je vais me réimpliquer dans le fond. C'est un peu ça, je comprends? Ben, non, mais j'avais l'intention de travailler encore quelques années, là. OK, OK, OK. J'avais pas l'intention De de quitter en prendre, 2020, mettons. Là, de quitter en 2020, là. Je me suis dit, OK, peut-être en 2025, par ouais, OK, exemple, OK. je ferai autre chose. Donc, je me préparais à ça. Mais quand 2020 est arrivé, je me suis dit, OK, là, non, là, je peux pas.
Ouais. Il faut que... Je sais pas si tu as déjà eu cette impression-là, mais j'ai vraiment eu l'impression comme euh, on est dans un événement historique important comme, je sais pas, la Deuxième Guerre mondiale ou peu importe, toutes les crises historiques qui peut y avoir eu dans l'histoire, l'Inquisition ou je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, on est en train de vivre une période comme ça et je veux m'impliquer, je veux pas avoir des regrets plus tard, puis que c'est ça, d'avoir été un acteur passif. Je me suis dit non, il faut que je m'implique, il faut que je dénonce toutes les absurdités, toutes les choses qui fonctionnent pas, que je voyais, qui étaient évidentes pour moi, là. Puis je comprends toujours pas. J'ai toujours de la misère à comprendre pourquoi. Il y a peu de personnes qui ont vu ces choses-là qui me paraissaient évidentes. Mais en tout cas, je voulais être un acteur, je voulais m'impliquer. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 4 ans. Puis malheureusement, les résultats n'ont pas été très, très positifs, là. C'est ça. Puis là, finalement, ben, t'as remis ta décision, puis là, t'en es là. Ouais. Ben écoute, non, mais en fait, pour répondre à ta question, oui, tu sais, puis oui, moi j'ai déjà senti ça aussi, et évidemment pendant la pandémie, mais quasiment plus avant, tu sais, puis c'est là on va jaser de trucs un peu plus en profondeur, fait que tranquillement, tu sais, mais tu sais, c'est pas un secret, tu sais, ben, en fait, les gens qui sont là, qui t'écoutent pour toi, qui me connaissent pas, bon, tu sais, ils me connaissent pas, mais tu sais, mettons, moi, j'ai commencé en 2016, mettons, à faire du podcast, tu sais. Fait que ça fait quand même un bout, tu sais, que je suis sur le web, tu sais, des vidéos, tu sais, puis tout ça. Puis moi, mettons, quand il y a eu toute la... Tu sais, ce qui est devenu vraiment un des plus gros clous sur lesquels les médias ont tapé pendant des années, c'est l'affaire de Trump, tu sais. Puis l'affaire de QAnon, ces affaires-là. Mais moi, ça m'avait intéressé dès le début, cette affaire-là, dès 2017-2018. Tu sais. Fait que, puis à ce moment-là, cet événement-là, au travers de ce qui m'intéressait déjà personnellement, qui était un espèce de ce que je voyais se dessiner comme un renouveau de ce que moi, tu sais, personnellement, je comprends comme c'est la physique, tu sais, et la science et comment est-ce qu'on doit gérer finalement la réalité, la société en tant qu'espèce humaine. Moi, je voyais quelque chose se dessiner à ce moment-là. Fait à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de vraiment gros qui se passait. Puis, c'était comme un moment historique et tout ça. Puis la pandémie, finalement, pour moi, c'était gros, mais est quasiment devenu comme une grosse parenthèse au travers du vrai combat de fond. C'est bizarre, hein, mais c'est comme vu que j'étais comme déjà un peu là-dedans avant, pour moi, la pandémie est comme une parenthèse finalement qui a distrait un peu d'où est-ce que moi, en tout cas, mes intérêts me guidaient d'une drôle de façon. Par contre, quand est arrivé le moment où est-ce que moi, je suis rentré en contact avec la question de appelle ça l'existence des virus ou pas, tu sais, cette histoire-là, ça m'a comme ancré dans ce qui m'intéressait déjà. J'ai fait ah ben là, ça c'est la réalité scientifique du truc qui est ma passion plus à moi. Tu sais, je suis comme ok, mais comment les choses marchent, tu sais. Moi, dans le fond, je m'en fous comment ça marche. Ben, dans le sens que, pas je m'en fous comment ça marche, je m'en fous c'est quel côté qu'il faut choisir, mais faut avoir le côté qui est vrai, idéalement, pour qu'on puisse bâtir puis avoir des consensus qui sont vrais, tu sais. Fait que quand je suis tombé là-dedans, ça m'a vraiment allumé et fait que là, je suis parti dans la pandémie, mais vraiment focusé sur cet angle-là beaucoup, tu sais. Fait que j'ai vraiment passé beaucoup de temps là-dessus. Fait qu'en cet angle-là, je vais prendre un petit extrait de ta lettre, juste pour le fun, rapidement, que je mets dans les commentaires pour les gens. Puis pour les gens qui s'intéressent beaucoup plus à ton histoire, puis aux autres choses que tu as fait et tout ça, je vais mettre les liens d'entrevue à Hello veut savoir, Théo Vox. Je t'ai entendu, je pense, avec Dan Pilon, si je ne me trompe pas aussi, qui sont 3 super bonnes entrevues. Fait que j'inviterai les gens aussi à écouter ça pour compléter le truc. Puis en passant, je vais faire un shout-out à Théo Vox. Je trouve qu'ils font vraiment de l'excellent travail. Eux autres, là, Jean-François Denis, si je ne me trompe pas, et tout ça, vraiment bravo. Excellente qualité de production. Puis d'ailleurs, ton entrevue était vraiment excellente là-bas. Fait que je te cite rapidement. Et je ne peux passer sous silence le fait que la menace imaginaire a aussi servi de justification au déploiement d'injections dites sûres et efficaces qui sont en toute probabilité liées à la surmortalité qui est observée actuellement au Canada et ailleurs. Mon analyse, qui dure depuis maintenant 4 ans, m'amène à conclure que cet enchaînement terrible n'a pu se produire
que par un contrôle de l'information d'une ampleur inédite avec une complicité d'acteurs clés au sein d'institutions et de professions autrefois respectées. Fait qu'écoute, j'ai pris cet extrait-là. Il y avait une couple d'extraits pour le fun, mais dans ça, t'amènes l'idée de la menace imaginaire. Et ça veut pas dire la même chose pour beaucoup de gens dans le mouvement. C'est ça qu'on est tout le temps difficile à décrire un peu, mais appelons ça résistance ou whatever. Tu sais. Les médias alternatifs, les complotistes, du côté dénigrement. Euh, Fait que toi, qu'est-ce que tu veux dire par là, la menace imaginaire, et à quel moment dans ton cheminement, tu dis que tu as fait des cours sur la virologie, tout ça, en partie en tout cas, puis tu as lu des livres, à quel moment est-ce que tu t'es commencé à intéresser, puis tu as fait, ah, il y a une gang qui dit qu'il y en a peut-être juste pas de virus, puis comment ça a résonné en toi, ta démarche là-dessus? Oh boy, ça c'est une bonne question. Je pense que tu es la première personne jusqu'à date qui attire l'attention sur cette phrase-là. Hein, tu sais, je ne peux passer sous le silence le fait que la menace imaginaire a servi de justification. Donc, vraiment l'expression menace imaginaire, là, je pense que tu es le premier qui insiste là-dessus. Fait que Ouais, c'est parce que je me dis, toi, dans ta lettre, chaque mot est important. Tu sais, chaque mot est pesé, tout ça, puis tu viens d'un métier qui est important. Puis étant donné que, ben, tu sais, on avait jasé brièvement de ça, moi, quand j'ai vu ces mots-là, j'ai fait, ah, ben là, tu sais, je sais pas s'il y avait ça sous-tendu ou c'était juste c'est moi qui mets mon impression du sujet par-dessus ces mots-là aussi, tu sais. Mais imaginaire, c'est gros, tu sais, parce que, évidemment, on peut avoir une menace mal évaluée, mettons, un virus qui n'est pas aussi gros qu'il aurait été, etc. Mais une menace imaginaire, c'est dans un autre domaine. T'sais. Ouais, puis il y a eu une progression, là. Je vais essayer d'expliquer ça. C'est pas facile. Puis tu as raison aussi quand tu dis que chaque mot est. J'ai mis pas mal de temps. C'est une lettre qui fait juste 3 pages, là, ici, imprimée. Mais j'ai voulu vraiment faire un condensé là, de toute mon expérience des 4 dernières années. Mais en fait, c'est l'expérience de toute une vie, là. Mais vraiment, il y a, c'est ça, chaque mot et j'ai pensé à chaque mot. Donc, l'expression menace imaginaire, je voulais la mettre. Je voulais la mettre, puis je voulais mettre aussi la surmortalité. En fait, je voulais mettre plein d'affaires, mais non, c'est pas anodin. Et pourquoi j'ai parlé de menace imaginaire? Parce qu'aujourd'hui, c'est ma conclusion. Mais la progression, ça a été, disons, en 2000, quand je travaillais avec Dominique Desjarlais dans le dossier de la Fondation, on avait obtenu en 2021, on était au mois de mars, je crois, ou au mois d'avril, on avait obtenu le rapport d'expert d'un épidémiologiste français qui s'appelle Laurent Toubiana. OK? Et lui, ce OK. qu'il avait fait, Laurent Toubiana, il avait regardé les données officielles québécoises qui nous viennent hein, de l'INSPQ, si je ne me trompe pas. Et il regarde la mortalité en toute cause confondue au Québec par jour, hein, puis il met ça sur un graphique. Et là, on constate que, comme à l'habitude, hein, il y a la mortalité est plus élevée l'hiver, la mortalité est moins élevée l'été. C'est le cas partout dans l'hémisphère nord et c'est Ouais. l'inverse, évidemment, dans l'hémisphère sud. Bon. Donc là, lui, Laurent Toubiana, fait son analyse épidémiologique, c'est sa spécialité, sur les données du Québec. Et là, il arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu, pendant la soi-disant pandémie, de surmortalité dans la plupart des tranches d'âge, sauf, pour être précis, là, une légère surmortalité, et je me souviens que c'est comme ça qu'il la qualifié dans son rapport d'expert, une légère surmortalité chez les plus de 65 ans, si je ne me trompe pas, ou 60 ou 70. Là. Ouais. Donc, pas de surmortalité chez la grande majorité dans la grande majorité là, de la population, puis une légère surmortalité chez les personnes âgées. Et là, je me souviens de la réaction qu'on avait eue dans le bureau de Dominique, puis comme, mais il y a pas eu de pandémie. Et là c'était comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu de pandémie? Selon la définition, selon C'était la une définition. surprise, en fait, là, tu sais, à ce Oui, moment-là. oui. Là. C'est ça, c'est ça. Donc, moi, en 2021, je savais qu'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc là, mon explication, c'était, ah, OK, donc il y a un virus, bon, qui vient de la Chine, mettons, qui est bénin,
Et là, on en a fait tout un plat. On a fait peur au monde. Et là, je comprenais pas encore trop pourquoi, dans quel but. C'était encore flou. Mais ce qui était une certitude pour moi à ce moment-là, en tout cas, une très, très, très forte, une hypothèse très, très forte, très, très plausible, c'était que, OK, donc il n'y a pas eu de pandémie et il y a probablement eu un virus là, bénin. Et puis là, dans mes recherches, là, je m'étais intéressé aux travaux, entre autres, du professeur John Ioannidis, là, qui est à l'Université de Stanford, Ouais. qui lui avait déjà fait avait donné des entrevues là, très, très, très tôt, quelque part au mois de mars 2020 probablement. Et il avait sorti aussi des papiers scientifiques là, très, très, très rapidement où il nous disait, oh non, attention, là, ce virus-là est très bénin. Son taux de Ouais. létalité ou de mortalité est extrêmement faible. Je me souviens dans un papier, il avait sorti un truc qui était très, très frappant. Il disait, il regardait la mortalité au kilomètre parcouru en voiture. OK, donc c'est quoi? Ça se calcule, hein, combien on prend on prend les décès sur un certain territoire pendant une année, des accidents de la route, le nombre de kilomètres parcourus, puis on peut savoir c'est quoi ta chance de mourir dans un accident statistiquement selon le nombre de kilomètres que tu parcours. Puis en fait, là, c'est relativement facile à faire là, quand on lit l'étude. Et là, il dit, ben, regardez, pour la population qui a moins de, disons, 70 ans, là, je me souviens plus le seuil, mais en fait, vous avez beaucoup plus de chances de mourir en allant travailler en voiture à chaque matin que du virus SARS-CoV-2. Et John Ioannidis, en passant, là, vous ferez vos vérifications, mais aux dernières nouvelles, c'était l'épidémiologiste le plus cité au monde. Mm. Ouais, Et, c'est des personnes qui, exactement, quand, tu sais, moi, je le connaissais pas avant, je pense. Ah oui, je le connaissais déjà avant, c'est vrai, à cause de. Mais oui, en effet, c'était une des personnes avec un aura incroyable dans le domaine de la littérature scientifique, tu sais, qui a été. Et finalement, ces trucs ont été ignorés après ça, tu sais. On n'a pas repris ces chiffres et tout ça et ces paroles au niveau médiatique et tout ça dans la pandémie, durant la pandémie. oui, puis il n'y a pas, en fait, il n'y a pas vraiment, comment je pourrais dire, c'est des trucs qui sont incontestables. Hein. Il n'y a personne qui peut dire que non, 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 ton calcul n'est pas bon ou il y a personne qui a fait ça. C'est tout simplement que cette information-là ne se rend jamais dans la sphère mainstream. Donc, monsieur, madame, tout le monde ne le sait pas, ça. Il le sait toujours pas, d'ailleurs. Ils doivent toujours penser qu'il y a eu un virus extrêmement dangereux qui a circulé, qui est venu de la Chine ou qui est, bon, sorti d'un laboratoire, peu importe. Donc, encore une fois, à ce moment-là, en 2021, je savais déjà que cette maladie-là était bénigne. Statistiquement, là, tu avais vu ces chiffres-là. Tu sais. Puis laisse-moi, je prends une seconde, si tu permets, Louis-Olivier, pour Ben oui. nous replacer, tu sais, parce que quand on est, mettons, quelqu'un comme moi, tu sais, qui a passé énormément de temps là-dessus, tu sais, puis les gens sur le web et tout ça, je pense que j'ai un public des fois large, il y en a qui sont moins là-dedans un peu, mais il faut se rappeler, tu sais, dans le fond, tout le monde, que en 2020-2021, quand c'est arrivé, ça a divisé les gens, puis là, il a commencé à avoir les accusations de complotistes et tout ça par, mettons, les médias, mais ces gens-là avaient des visions différentes. Donc, en gros, il y avait euh, donc, la vision normale qui était l'infection naturelle du virus. Il y avait ensuite de ça un groupe qui disait qu'il y avait un virus, mais que finalement, ce virus-là était beaucoup moins, un peu comme Louis-Olivier vient de le dire, beaucoup moins virulent que ce qu'on prétendait et que donc il y avait une surévaluation des morts et tout ça, puis que là, on enflait la pandémie pour rien. Et donc, ça, c'était ce qu'on pourrait appeler vraiment l'alternatif mainstream, vraiment. Après ça, il y avait d'autres gens qui disaient que là, on était dans le virus lablé, comme Louis-Olivier vient de le dire encore une fois, donc ingénieré en laboratoire, généré en laboratoire, si on veut, avec les gains de fonction et tout ça. Et puis là, on tombe un peu plus dans l'alternatif alternatif, donc les gens qui se sont mis à focuser là-dessus. Et en arrière de tout ça, à côté, là, c'est ça. Puis là, il y avait un autre gang qui, moi, mettons, m'avait fait résonner beaucoup. J'en parlais avec Bernard Massy, avec René Lavigueur un petit peu, puis avec, mettons, Christine Massy dans mon podcast, mais là, plus en anglais, qui disaient, eux autres, non, 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 écoute, si on regarde les papiers scientifiques à l'origine de la pandémie et tout ça, finalement, il n'y en a probablement juste pas de virus et c'est une illusion, en fait,
totale dans ce qui se passe ici. Et là, ça amène à totalement un autre pan là-dessus. Mais à ce moment-là, dans le fond, tous ces gens-là étaient regroupés dans la gang, si on veut, alternatifs, complotistes, des informateurs, etc. Mais il y avait vraiment des grosses nuances là-dedans qui se poursuivent et qui divisent. Ce mouvement-là est très divisé sur ces questions-là jusqu'à aujourd'hui. Fait que, excuse-moi, je me suis permis de faire un petit résumé, surtout pour les gens à l'écoute, puis même pour moi, des fois, de juste leur dire, ça me remet dans le beat. Mais, fait que toi, dans le fond, 2021, tu étais là. Fait que je te laisse ravancer dans ta chronologie personnelle là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc là, donc c'est ça, le temps passe et moi, c'est ça, j'en ai mangé, là, j'ai lu des tonnes de livres, j'ai vu des tonnes d'entrevues. Et puis là, c'est ça. Donc là, on apprend aussi, mais encore là, assez tôt, on apprend que, par exemple, le test PCR, hein, qui a servi à produire les fameux cas. Donc là, on savait aussi que ce test-là était, et on avait un rapport d'expert toujours dans le même dossier, le dossier de la Fondation, on avait un rapport d'expert une spécialiste des tests PCR anglaise, dont le nom m'échappe, là, qui venait nous dire essentiellement là, que le test PCR avait été complètement mal utilisé et que les résultats étaient absolument pas fiables. Donc ça aussi, on savait ça assez tôt. Donc le test PCR qui a servi à générer les cas était extrêmement problématique. Bon. Après ça, je me suis intéressé aux travaux notamment de Pierre Chaillot, qui est un statisticien français. Ouais, ouais. Qui, lui, est venu nous expliquer plein de choses. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans les CHSLD. Donc, il nous démontre encore là, en utilisant des données officielles, qu'on a utilisé certains médicaments. En France, je crois que c'était le Doliprane. Non, c'était c'était le Rivotril. Doliprane, c'est autre chose. Qui avait été utilisé, qui avait été prescrit, en fait, qui avait été administré de façon intraveineuse aux aînés qui avaient des problèmes respiratoires dans les CHSLD, les EHPAD, comme ils les appellent en France. Il s'est passé exactement la même chose au Québec. Et ça expliquerait la légère surmortalité qui a été observée là, chez les personnes âgées. Puis il y a plein d'autres explications, là, donc le fait que les gens n'étaient pas traités, les médecins refusaient de les voir, ils leur disaient, ben attendez d'avoir les lèvres bleues, puis allez à l'urgence là, quand vous aurez les lèvres bleues. Et donc là, par exemple, Pierre Chaillot, c'est ça, trouve vraiment des explications à cette surmortalité-là qui ne nécessite pas qui ne nécessite pas l'apparition d'un nouveau virus. Ouais, ouais. Alors ça a été, donc Pierre Chaillot, ça a été une des personnes là, qui m'a mis sur cette piste-là. Évidemment, il y a eu les travaux du professeur Denis Rancourt, vraiment des travaux, c'est des travaux fascinants. Il ne voit pas, par exemple, lui, de propagation géographique. Aux États-Unis, on peut prendre, par exemple, 2 États voisins, Dakota du Nord, Dakota du Sud, et qui ont des résultats, des mortalités différentes. En fait, une des choses qu'il a démontré, là, c'était l'inefficacité des mesures entre les différents États. Donc, les mesures n'ont pas d'effet. Sur le virus, là, le prétendu virus, les mesures n'ont pas d'effet. Ah oui, puis aussi, il y a la question des masques. Les masques n'ont pas d'effet. Mais ça, on le savait déjà. On le savait déjà avec les autres supposés virus, l'influenza, etc. Toute la littérature qui existait jusqu'à 2020 était claire à l'effet que les masques ne servent essentiellement à rien, sauf peut-être à protéger le chirurgien des éclaboussures en salle d'opération. Mais toute la littérature montrait que ça servait à rien. Bon, donc ça, c'est un autre élément. Oui, les masques. Je reviens au professeur Rancourt, qui s'est intéressé beaucoup aux masques, justement, mais il s'est intéressé à la propagation géographique. Ah, il n'y a pas de propagation géographique non plus. On nous dit qu'il y a un virus qui se propage, mais on n'arrive pas à le quantifier, on n'arrive pas à le mesurer, on n'arrive pas à le démontrer. OK? Donc là, toujours, j'additionne ça. Puis j'additionne ça un peu à la façon dont un juge regarderait des faits là, de façon très, très... avec la tête froide, puis de façon très, très impartiale. Moi, j'ai aucun préjugé. Est-ce qu'un virus, il n'y a pas de virus? Est-ce que les masques fonctionnent, ne fonctionnent pas? J'ai jamais eu de préjugés par rapport à ça.
Si mon analyse m'avait porté à conclure que les masques fonctionnent, j'en aurais porté un. Si mon analyse m'avait porté à conclure qu'il y avait un virus qui se transmettait de telle ou telle façon, j'aurais pris des mesures pour le contrer. Mais mon analyse, comme je l'ai dit, en gardant la tête froide, ben, m'amène à conclure que, OK, il y a plusieurs anomalies. Bon, après ça, ça a été quoi? J'ai lu Virus Mania d'un journaliste et un médecin allemand, je crois. Puis la dernière version a été complétée avec d'autres médecins. Ouais. Donc ça, Virus Mania, ça a été un gros morceau. Donc là, j'ai compris que la On est à quel moment quand tu as lu Virus Mania? Ah, ça, c'est plus récent, là. On devait être en 2023, là. OK. Fait que là, ma question, ce serait entre la période d'avant et le moment où tu as lu le livre, qu'est-ce qui t'a amené à lire ce livre-là, en fait? Parce que j'imagine que quand tu as acheté ce livre-là, tu étais déjà en connaissance de cause, tu savais ce qu'il y avait dedans, là, tu sais. Fait que comment t'en es venu à acheter ce livre-là, en fait, puis que ta mentalité s'est ouverte à l'idée que tu devrais peut-être lire ça parce que dans ça, tu savais qu'il allait, j'imagine, tu savais qu'il parlait que il débunkait ou il démontait un peu la littérature scientifique sur la virologie. Fait que qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Ah, j'ai oublié un autre livre qui a été vraiment important. Ça a été The Real Anthony Fauci de Robert Kennedy Jr., Hmm. que je dois avoir lu peut-être en 2022, là, je me souviens plus. Et là, il y a toute une partie du livre qui porte sur le sida. Et là, on se rend compte en lisant ça que, la version officielle entourant le sida est très problématique, pour pas dire plus. Euh, et c'est drôle parce que dans ce livre-là, Robert Kennedy Jr., il est il va très très loin. Donc il dit, OK, avant qu'on appelle le sida, il existait certains syndromes, certains symptômes qui étaient très présents là, chez la communauté, notamment homosexuelle, la communauté les jeunes hommes qui prenaient beaucoup de drogue, qui avaient un style de vie très mauvais, quoi. Donc, les boîtes de nuit, les drogues, l'alcool, les poppers, là, qui étaient des drogues qui étaient très populaires là, parmi cette communauté-là. Et voilà, et tout d'un coup, on a pris tous ces symptômes-là, on les a mis ensemble, on a appelé ça un syndrome d'immunodéficience acquise, et puis boum, on arrive avec des médicament qui avait été jugé trop dangereux pour la chimiothérapie, la ZT, mais qui est devenu un médicament de choix pour le traitement du nouveau syndrome. Enfin, ça, la version officielle entourant le sida, elle tient pas la route non plus. Donc là, C'est c'est ça. intéressant, mais il y a toujours, tu sais, dans cet élément-là, puis c'est là que l'aspect, comment je dirais ça, plus scientifique, technique, en fait, est apporté, c'est que pour transformer juste les symptômes ou ce qu'on appelait les maladies avant en sida, ça prenait le test, right? Donc, c'est là, une fois que le test est créé et que là, ces gens-là, avec le même symptôme, peuvent avoir un test d'anticorps, puis que pas le préjudice, mais la base, en fait, de l'interprétation classique, mettons, où la nouvelle interprétation de ce test-là est faite. Maintenant, ça tombe dans la catégorie SIDA, même si les symptômes sont les mêmes à cause du test. T'sais. Fait que l'idée du test est toujours super importante dans cette histoire-là. Exactement, exactement. Donc, encore une fois, moi, comme un juge, je regarde les précédents, je fais des liens. Quoi d'autre? Ah ben oui, la pseudo-pandémie de H1N1. Il y a un rapport du Sénat français qui est venu dire que la réaction avait été complètement inadéquate. Euh, Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui! Donc là, encore une fois, les chiffres officiels, puis même la version officielle gouvernementale, c'est que la grippe a disparu en 2020. La Mm-hmm. grippe a disparu en 2020, mais elle a disparu à cause du port du masque et du lavage des mains. Mais là, on sait que le masque ne fonctionne pas. On sait que le lavage des mains, ça aura un effet relativement limité. Donc il y a vraiment une progression. Je ne sais pas si... J'essaie de... Pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a eu un déclencheur
je pense que ça a été une progression. Et puis là, à un moment donné, là, tout le faisceau, en droit, on appelle ça, en droit de la preuve, on appelle ça une preuve circonstancielle. Donc, quand il y a vraiment un faisceau de preuves qui mènent dans la même direction, donc là, oui, c'est ça, je me suis dit, je vais aller, c'est ça, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin là-dedans. Donc là, ça a été là, Virus Mania, il faut que j'aille plus loin. Il faut que je comprenne. C'est ça, fait que tu avais ça, tu sais, dans le fond, est-ce que tu avais en tête, dans tes hypothèses potentielles, depuis, mettons, 2020, t'avais-tu déjà entendu dans les discours, il y a la gang qui pense qu'il n'y a juste pas de virus et tout ça, tu avais gardé ça dans un petit baluchon en quelque part, puis au fil des affaires, à un moment donné, ça a pris plus de place, ou, mettons, en quelque part, en 2022, tu as vu une vidéo d'un des scientifiques ou des médecins de cette gang-là qui t'a fait déclencher, puis puis t'a fait « OK, crime, finalement, c'est pas niaiseux ce qu'ils disent », puis là, je vais aller lire Virus Mania après, puis continue ton cheminement, mettons. Tu sais, c'est des questions précises, puis en fait, probablement que ça intéresse pas les gens, mais pour moi, je trouve ça intéressant ton processus psychologique là-dessus parce que c'est tellement quelque chose qui était marginal à ce moment-là, puis il y a peu de gens qui ont été là, tu sais, vraiment. Puis c'est quelque chose, en fait, que même moi, je me sentais mal, en fait, parce que j'étais, voyons, comment ça se fait que ça m'intéresse? Pourquoi ça résonne avec moi? Tu sais, je le savais parce que moi, ça venait, mettons, de mes recherches d'avant, tu sais, sur la physique, tu sais, un peu, tout ça. J'étais comme ça fit avec ce que j'avais comme déjà compris avant ça, qu'il n'y en ait juste pas. Mais, tu sais, même là, je regardais, tu sais, puis même moi, j'ai eu tendance, mettons, pendant ces années-là, de 2020 à 2023, mettons, surtout en 2021-2022, d'essayer d'écrire, tu sais, j'ai écrit à Réinfo COVID un peu, tu sais, puis à Héloïse, puis à Julie Lévesque, puis là, j'ai tagué une couple de fois Alexis Cossette-Trudel sur Twitter à l'époque, puis tout ça, puis j'étais comme, pourquoi vous checkez pas ça, la gang, tu sais, cette idée-là, la gang qui dit qu'il n'y a pas ça, me semble que c'est intéressant. Il me semble qu'il y a de quoi là, tu sais. Puis, fait que probablement qu'il y en a qui m'ont trouvé pas mal gossant un peu là-dessus. Honnêtement, je parle de 3-4 fois, là, tu sais. Mais même moi, je me méprenais à être des fois pris de cette affaire-là parce que j'étais comme, il n'y a personne qui va là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ton processus m'intéresse en fait à ce niveau-là, tu sais, je te dirais. Oui, ben, comme tu le dis, j'avais gardé ça dans un petit baluchon, donc je l'avais entendu, cette théorie-là. Honnêtement, je la trouvais farfelue au début. Je me dis, ben non, franchement, c'est sûr qu'il doit y avoir un virus, là, voyons. Et là, j'ai été séduit, comme plusieurs personnes, par la théorie de la fuite de laboratoire. Parce que là, il y avait plusieurs informations qu'il y avait dans les médias, disons, médias indépendants. On sait plus comment les appeler, là, le mainstream indépendant, disons. Et là, il y avait plein d'éléments qui sortaient dans les médias. OK, des courriels de Fauci qu'il aurait reçus pour le mettre en garde contre en fait, pour le prévenir que le virus était probablement une fuite de laboratoire. Après ça, on a eu je sais pas si tu as vu ça passer, là, tu avais Fauci, puis l'autre sénateur qui s'engueulait au Sénat, là. Rand, ben Euh, oui, Rand. c'est quoi son nom déjà? C'est pas Rand? Rand Paul, c'est ça? Paul, excuse-moi, ouais, Rand, son prénom, Rand Paul, ouais, c'est ça, Paul. Ben, c'est ça. Puis là, encore une fois, avec mon esprit, puis en tout cas, faut croire on est des personnes un peu originales, je sais pas, mais je me disais, ça Ou a qui se laisse désinformer facilement et influencer. Parce que, tu sais, encore à ce jour, des fois, je suis comme, merde, voyons donc, ça se peut pas, parce là, que, tu sais. parce que j'ai été séduit pendant un bout de temps par ce scénario-là, jusqu'à, jusqu'à ce que je me dise, ça a quasiment l'air d'une mise en scène. Ça a quasiment l'air de, cette joute verbale-là au Sénat, ça a quasiment l'air arrangé avec le gars des vues. Puis on dirait qu'ils veulent nous pousser vers, mais quand je dis ils, je dis les médias alternatifs mainstream, là, je ne sais pas comment les appeler, Ouais. ont l'air de nous pousser vers la théorie de la fuite de laboratoire. Et l'affaire, c'est que la théorie de la fuite de laboratoire, et je pense que c'est pour ça qu'on nous a mis sur cette fausse piste-là, je suis convaincu aujourd'hui que c'est une fausse piste, Mhm. c'est que cette fausse piste-là, mettons que ça devient là, l'explication mainstream, mais je pense que ça l'est déjà presque, là, que là, c'est une fuite de laboratoire. Mais ça remet pas en cause complètement le récit officiel, c'est-à-dire qu'il y a encore des méchants virus qui se transmettent, qui nous menacent. Puis en fait, ça va peut-être même augmenter la peur. Donc, oh, attention, là, ces laboratoires-là, il faut les contrôler encore plus, il faut qu'il y ait encore plus de sécurité, il faut qu'on envoie encore plus d'argent.
Il faut qu'on ait des vaccins encore Tu l'as plus... sûrement vu, tu sais, tout ça c'est intermélangé avec la guerre en Ukraine. Les laboratoires en Ukraine, c'était ça aussi. Il y avait toute l'affaire des laboratoires secrets. Puis il y a eu l'affaire avec, pas Chrystia Freeland, mais la fille aux États-Unis, j'oublie son nom, là. En tout cas, qui avait caché au début qu'il y avait supposément des biolabs en Ukraine. Puis finalement, 2 mois plus tard, on apprend qu'il y en avait. Fait que là, tout ça faisait beaucoup partie de ça aussi à ce moment-là, tu sais. Exactement, exactement. Puis j'ai un peu de la difficulté à l'expliquer. Mais il y a beaucoup d'intuition là-dedans, hein. Puis l'intuition, c'est bon. Il faut. Puis moi, je dirais aux gens qui nous écoutent, faites confiance à votre intuition, là. C'est tellement un outil puissant qu'on a, l'intuition. Puis c'est ça. Puis je me rends compte que c'est difficile de l'expliquer aujourd'hui. Puis je sais pas si ce que je dis, ça a du sens pour nos auditeurs. Mais Je ne sais pas non plus, honnêtement. Puis c'est une bonne question que tu poses là, puis ça vaut la peine, tu sais, même même moi, je m'adresse aux auditeurs, tu sais, moi, je suis vraiment conscient que c'est pas des choses faciles. Puis, tu sais, j'ai essayé d'en parler, mais pas de trop en parler non plus, parce que tu veux pas non plus. Ben, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent. Tu sais, mes affaires, comme je te disais, tu sais, c'est quelques centaines de gens, là, tu sais, 4, 5, 7, 800 personnes des fois dans les gros épisodes. Tu sais, fait que c'est modeste. Tu sais. Fait que je ne sais pas, en fait, comment les gens reçoivent ça. Les gens ne commandent pas nécessairement quand je parle de ces trucs-là non plus. Fait que j'ai aucune idée, en fait. Tu sais. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont commenté quand j'en ai parlé en disant merci. Je me demandais qui au Québec allait parler de ça. Fait qu'il y a une petite mini-communauté quelque part qui s'intéresse à ça, mais c'est pas gros. Là, tu sais. Puis c'est difficile à expliquer ouais. parce qu'il faut faire beaucoup de parallèles, en fait, avec beaucoup de choses qui sont l'explication de si jamais il n'y a pas de virus, puis ben, pourquoi les gens tombent malades, premièrement. Donc, s'il n'y a pas de virus, parce qu'on est tellement habitué. Fait que là, quand tu tombes là-dedans, tu tombes dans la théorie des germes, là, tu tombes dans le Pasteur, là, tu tombes dans l'histoire, puis là, tu tombes dans la corruption, puis là, après ça, tu tombes vite aussi dans la théorie du terrain et là, le pléomorphisme, puis là, les somatides, les microzymas. Fait que je ne sais pas à quel point tu as été dans tout ça, mais ça devient intense. Puis encore là, c'est très, très touché au niveau scientifique en tant que tel parce que tout ce qui est chimie, biochimie, chimie moléculaire, les techniciens de laboratoire et tout ça présentement, ben, ils sont tous convaincus que c'est impossible ces choses-là parce qu'ils ne voient pas, eux autres, ce qu'on appelle, mettons, des somatides, des microzymas, parce qu'ils n'ont pas les équipements qui sont utilisés pour voir ça dans les milieux alternatifs des années 60-70. Fait que, tu sais, c'est énorme, tu sais. Ouais, puis c'est ça, je pense que pour la majorité des gens, même qui sont très critiques par rapport au récit officiel, je me rends compte que c'est ça, ils ont fait plusieurs pas dans la recherche de la vérité, mais là, pour aller vraiment au fond du problème, parce que selon moi, hein, c'est mon opinion, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à faire ce pas-là. Donc là, ils vont dire, oui, le test PCR est frauduleux. Oui, on a euthanasié les vieux dans les CHSLD. Oui, les masques ne fonctionnaient pas. Oui, toutes les mesures étaient néfastes. Mais je pense que la majorité des gens ne sont pas capables de faire, en tout cas, plusieurs personnes ne sont pas capables de faire le pas puis de réaliser que, en fait, il n'y avait même pas besoin d'un virus pour faire ça. Il y avait juste besoin de nous dire qu'il y avait un virus et d'avoir certains scientifiques, bon, en tout cas, je nommerai peut-être pas de nom, mais tu sais, oui, on a fait des séquençages dans nos laboratoires. OK. Un virus, hein, c'est du matériel génétique, de l'ARN, de l'ADN. Puis ça donne que les noyaux de nos cellules comportent des gènes voilà, du matériel génétique. Et on nous dit aussi que le matériel génétique humain est composé à un grand pourcentage. Je me souviens plus du chiffre exact. J'en ai parlé récemment avec un professeur de biologie. Il m'avait dit le chiffre, c'est un gros pourcentage de notre ADN qui serait d'origine virale. OK? Donc là, eux autres, dans leur laboratoire, ils séquencent du matériel génétique puis ils nous disent SARS-CoV-2 parce que selon tel modèle mathématique, il y a tel élément de la séquence. Mais ça se pourrait-tu que ce qu'ils observent, c'est pas vraiment ce qu'ils pensent que c'est? Je sais pas si tu me suis.
Ben, non, mais je On- te suis super bien, tu sais, mais c'est parce que là, dans ma tête, j'ai genre 1 million d'affaires qui sont là parce que, tu sais, j'ai tellement baigné là-dedans beaucoup, tu sais, puis j'ai dans mes 4 émissions Obstination, j'en ai fait un avec Stéphane Gay, justement, qui est microbiologiste à la retraite, qui est dans les médias alternatifs et tout ça, puis justement, on a fait un genre de semi-débat là-dessus, tu sais, puis ça devient très technique très vite et quand on s'aventure dans le côté vraiment, c'est ça, technique de laboratoire, de la technique d'isolation de virus, de purification. Parce que, bon, pour les gens qui ne savent pas, l'idée présentement, c'est que la théorie de base dit les virus causent la maladie, le virus spécifique X va causer la maladie spécifique X, mettons les symptômes X. Oui. Et pour ça, donc, on connaît, on a les virus, et ils existent, et puis on est capable de les voir, de les séquencer, tout ça. Et ce que les gens bon, avec qui là, nous, on discute présentement, ou du côté qu'on serait, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, non, mais selon la littérature scientifique et tout ça, ce que vous affirmez, donc vos affirmations scientifiques, dans la méthodologie, ce que vous faites, ça ne supporte pas votre affirmation comme de quoi que vous prouvez qu'il y a X, Y ou Z virus qui existent. Donc, ce que les gens font, c'est un rebuttal, donc c'est une réfutation scientifique sur les méthodologies scientifiques des papiers et de la littérature historique scientifique en virologie depuis le début. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas de dire que les virologistes et tout ça mentent ou ne font pas de techniques d'isolation ou de culture virale et tout ça. C'est de dire que ce qu'ils font, justement, un peu comme tu viens de le dire en quelques mots, est mal interprété finalement. Donc, on se retrouve avec une technique qui produit des résultats, mais la technique, dans le fond, ne produit pas le résultat qu'on pense qu'il produit. Ça nous démontre pas finalement un virus, ça démontre autre chose. Tu sais. Puis là, ça, c'est touché, mais c'est super intense et fascinant, en fait. Fait que je sais pas si ça t'inspire quelque chose, si tu voulais aller ailleurs avec ça. Parce qu'en fait, moi, je suis curieux de savoir, en fait, ta position, jusqu'où elle a évolué là-dedans. Parce que là, tu étais impliqué dans Réinfo COVID à ce moment-là. J'imagine quand tu as commencé à t'intéresser à ça. Je sais qu'à l'intérieur de Réinfo COVID et Réinfo Québec maintenant, c'est pas un point qui a été amené publiquement. Je pense pas. En tout cas, je suis pas tout ce qu'ils font. Je pense pas que c'est un point qui a été débattu publiquement à ce niveau-là. Donc, Réinfo COVID, on est toujours dans l'existence des virus et tout ça. Et toi, au fil de ça, est-ce que tu as appliqué cette réflexion-là finalement au reste aussi? Donc, quand tu as Virus Mania, finalement, as-tu convaincu qu'il n'y en a juste pas? Ou tu sais, jusqu'où tu vas là-dessus, mettons? Euh, ben, aujourd'hui, si tu me demandes mon avis, euh, je pense que la virologie repose sur des bases douteuses. Mais là, ce qui arrive, c'est que tous les médecins, tous les virologues qui... En fait, j'ai posé la question au biologiste à qui j'ai parlé pas plus tard que la semaine passée. Je lui ai dit, ouais, mais tu sais qu'à l'époque de Pasteur, bon, il y avait Béchamp qui... puis là, il me dit Béchamp. Puis là, j'ai dit, ben, non, tu rigoles. Il dit, non, non, de quoi tu parles? Ah, ok, tu connais pas Je ne la... Ok, connaissais pas Antoine Méchant pantoute, tu sais. OK, Antoine Béchamp, qui était une théorie concurrente à Pasteur. Bon, j'ai pas lu Béchamp, là, c'est des volumes de milliers de pages. Peut-être qu'un jour, j'ai embarqué là-dedans, mais... Ça vaut la peine, mais c'est intense, c'est technique. Là. J'ai lu, mettons, le troisième Ouais. élément anatomique, j'ai lu La science privée de Louise Pasteur, Oh, Béchamp contre Pasteur. Puis, tu sais, écoute, quand tu lis ça, là, c'est comme, c'est fascinant. Là. Parce que, oui. excuse-moi. Donc, je me suis pas rendu jusque-là. Peut-être, oui, peut-être un jour, ça m'intéresse vraiment, vraiment comme sujet. Et là, c'est ça. Ben là, je constate qu'un professeur de biologie, en fait, n'a jamais entendu parler de Béchamp. Et c'est la même chose. Encore là, je fais des parallèles. Je connecte les connecting the dots, comme ils disent. Donc là, est-ce qu'un virologue qui a travaillé toute sa vie en virologie, qui a manipulé des virus, tout ça, est-ce qu'il va avoir comment dire? Je ne veux pas porter de jugement, là, mais il faudrait qu'il soit vraiment, vraiment, vraiment curieux pour retourner à ce qu'on lui a appris il y a 40 ans sur les bancs d'école, sur ce que c'est qu'un virus, ce que c'est que la transmission de la maladie. J'ai des doutes là, que ce... Puis même chose pour les médecins, est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Il y en a très, très peu, je pense, qui vont le faire. Donc moi, je pense que c'est des gens qui sont à l'extérieur.
bon, moi ça donne que j'ai été avocat, mais je pense que ça va être des gens de l'extérieur, comme Pierre Chaillot, qui est statisticien, comme Jérémy Mercier. Ah, c'est vrai, Jérémy Mercier, j'allais l'oublier, ça a été un autre personnage important là, dans ma réflexion. Ouais. Euh, donc, Jérémy Mercier, qui a un doctorat en chimie, si je ne me trompe pas, donc qui est proche, qui est dans le domaine scientifique, dans la santé, mais qui n'est pas virologue. Donc, c'est des gens comme ça qui vont soulever les problèmes qui existent avec les fondations de la virologie. Ce ne sera probablement pas des virologues. Euh, donc, je ne sais pas où je voulais en venir avec ça. Euh, Ben, tu sais, en fait, j'étais curieux de savoir si mettons, en date d'aujourd'hui, tu sais, ton intuition, tu sais, si on parle en termes d'intuition ou de vision ou opinion, finalement, là, tu sais, est-ce que, selon toi, as-tu été convaincu que finalement, il n'y en a pas de virus du tout, tu sais, dans le fond, parce que moi, je suis un peu là, en fait, tu sais, écoute, tu sais, moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi la suite des choses pour ça, tu sais, mais présentement, j'ai l'impression que c'est une illusion, vraiment, que ça fait partie des nombreuses erreurs qu'on a faites en tant qu'entreprise scientifique internationale, là, tu sais, au fil des décennies et des siècles. On a créé quelque chose qui nous a créé finalement ce qu'on pourrait appeler des artefacts, qu'on a interprétés comme étant des trucs contagieux, mais que les méthodes ne respectaient probablement pas la méthode scientifique. Mais tout ça, c'est pas juste par rapport à. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, la cédule générale de vaccin, tout ce qu'on appelle comme infection virale et tout ça, c'est pas des infections, tu sais. Mais tout ça est combiné, et c'est là un peu peut-être que je voulais voir, tu sais. Puis encore là, je sais que c'est pas du tout ton domaine d'expertise, puis on est dans la surface, tu sais, mais ouais. c'est combiné en fait avec l'idée de la théorie du terrain versus la théorie des germes, dans le sens que, tu sais, euh, finalement, c'est le corps qui produit ses propres bactéries, c'est le corps qui produit ce qu'on peut appeler des infections, son inflammation et tout ça, et on ne se fait pas infecter de l'extérieur par des pathogènes, que ce soit des bactéries ou ce qu'on appelle des virus. C'est le corps qui guérit finalement à ce niveau-là. Donc, tu sais, puis là, encore une fois, je fais ça très vite, mais est-ce que toi, tu as investigué un peu cet angle-là aussi, ou tu t'es arrêté plus à, mettons, OK, il y a peut-être juste, mettons, pas de virus et on est dans l'illusion à certains niveaux? Ben, on est dans l'illusion, là, j'en ai aucun doute. Mais là, tu parles des vaccins, c'est intéressant parce que ça, c'est un autre point que j'ai oublié de mentionner. Je me suis intéressé beaucoup aux vaccins. Donc, j'ai des volumes ici là, du docteur Delorgeril qui m'avait été recommandé par un de mes anciens clients, là, le professeur Christian Linard, Oui. qui lui était biochimiste clinique, là, mais il est toujours professeur de biochimie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je me suis intéressé beaucoup aux vaccins et là, je me rends compte que mais en fait, les vaccins ne sont jamais testés dans des études en double aveugle contre placebo, là, qui est le fameux standard, le gold standard. Oui, ça, Donc, OK, c'est ce qu'on dit, à tout le monde en parle. En tout cas, quand mettons, quelqu'un comme le pharmacien va, tout le monde en parle et tout ça, on ouais. nous dit à tout le monde, là, à des centaines de milliers de Québécois, Québécoises, que s'il n'y a pas d'études standard d'or à double aveugle contre placebo, c'est pas de la science de grande qualité, disons. Ouais, ben là, ce que le pharmacien vous dit pas, là, puis que le docteur TikTok vous dira pas non plus, euh, c'est que ce gold standard-là, il n'est pas appliqué pour aucun des vaccins. Évidemment qu'il n'a pas été appliqué avec les injections COVID, mais non plus pour tous les Ça, autres vaccins. exact. Il n'y a aucun vaccin de toute Voilà. l'histoire qui a été appliqué. En fait, il y en a un, si je ne me trompe pas, dans les premiers, mais ce vaccin-là n'a pas été en fonction longtemps. Bon. Euh, il y en avait un qui avait un placebo. Puis, mais bien sûr, il y a toujours des réponses à ça. Donc, on dit que ce serait pas éthique, en fait. Donc, Ah non, parce mais qu'évidemment, je vois que tu as fait tes recherches. Donc là, je me suis beaucoup intéressé au vaccin. Un livre important, je ne l'ai pas lu au complet, mais c'est Dissolving Illusions. J'ai vu des entrevues données par l'auteur. J'ai pas encore avec lu le livre. Roman Polanski, je pense, ouais. Euh,
Polanski, le réalisateur de cinéma? Non, je pense que c'est un autre nom. Hey, ah! T'as dit En Roman effet, ben oui, je sais pas pourquoi ça m'est sorti, mais c'est Roman quelque chose, je pense, l'auteur. En tout cas, excuse-moi. C'est vrai. Non, non, Roman Polanski, c'est un autre gars. Euh, non, j'ai oublié son nom, là, mais sinon, je suis allé voir là, des études où on voit vraiment les graphiques qui montrent la diminution des décès selon plusieurs maladies infectieuses. Et on voit l'introduction d'un vaccin et on voit que ça n'a aucune incidence hein, sur la diminution de la mortalité liée à une infection X. Donc, dans le fond, c'est ça, n'importe qui fait un peu de recherche sur les vaccins se rend compte que finalement, aucun vaccin n'a jamais été prouvé comme étant efficace. Bon. Puis là, encore une fois, avec mon esprit d'enquêteur ou de juge, je C'est comprends. Bystrianic, excuse-moi, c'est Roman Bystrianic, mais c'était Roman. Fait que OK. moi, Fallait que tu trouves, j'ai fallait pas que eu tu le trouves choix. la. Je comprends cette. Parce qu'en fait, ils viennent de lâcher leur dixième édition, nouvelle édition, présentement, avec des nouveaux ajouts de Dissolving Illusions il y a quelques semaines, là, je pense. Peut-être même OK. quelques mois. Fait qu'il y a une nouvelle version là, excellent livre. Là. OK. Excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de problème. Fait que là, ça, c'est un autre élément du casse-tête. On dit les masques marchent pas, les tests PCR marchent pas, le comptage des cas était frauduleux, on a euthanasié les personnes âgées dans les CHSLD, puis là, on rajoute à ça les vaccins. Donc, les vaccins n'ont jamais été prouvés comme étant ni sûrs ni efficaces, mais ça, c'est un sujet tabou, on n'a pas le droit d'en parler. Puis même dans le mainstream alternatif, on ne veut pas trop en parler. Mais encore une fois, moi, Non, j'avais aucun préjugé. Hein. Moi, j'ai été vacciné quand j'étais bébé. On m'a pas demandé mon avis, mais j'ai été vacciné. J'en ai même eu d'autres après ça, là, en étant jeune adulte, quand j'ai voulu voyager. mm. Donc, j'étais pas un anti-vax. Mais n'importe qui fait une recherche sérieuse, pendant quelques heures, se rend compte qu'il y a des gros, gros, gros problèmes avec la vaccinologie. Donc là, les vaccins ne marchent pas. Mais pourquoi ils ne marchent pas? Ça pourrait être parce que la vaccinologie est basée sur la virologie, qui elle aussi est problématique. Tu vois où je veux en venir? Ben, Là, là, certainement. là, C'est là, sûr là, là, que je c'est sûr pense. que c'est ça la piste logique, là, tu sais, c'est que tout ça est finalement une espèce de château ou fondation plus ou moins solide. Là. On tombe proche du château de cartes, là, tu sais. Puis là, c'est énorme, là. C'est énorme, 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 là, tu sais. Ouais. Mais pourtant, les gens ont besoin, en tout cas, plusieurs personnes ont besoin de se rattacher. Ah, mais il faut que les virus existent, là. Puis pourquoi ils ont ce besoin-là de se rattacher à ça? Ah, on va pas remettre tout au complet en. Voyons, si la science, c'est pas ça. Là, la science, on a des consensus, on atteint des bases, puis là, on va. Tu sais, à Ouais. chaque fois que tu fais une expérience, tu vas pas refaire toutes les bases de ton expérience à chaque fois, ça ferait pas de sens. On peut pas mettre des ressources là-dedans tout le temps non plus. À un moment donné, il faut passer à autre chose, puis il faut accepter une base de réalité pour avancer, tu sais. Puis quand tu te remets à mettre en doute, voyons, l'infectiologie ou les virus, ben, tu tombes dans la terre plate, tu sais. T'es un platiste, tu sais. Puis, Hmm. tu sais, fait que on est vraiment, tu sais, on tombe rapidement. C'est des fondements, c'est parce que, tu sais, en tout cas, t'allais poursuivre, tu sais, mais moi, ça me passionne aussi vraiment, tu sais, puis c'est parce que c'est des fondements extrêmement émotifs qui sont rattachés au plus profond de qui nous sommes depuis qu'on est Ouais. enfant. Et tout le monde est formé, finalement, en grosse partie par ses traumas, autant que par son éducation. Tu sais, nos traumas nous forment. Fait que le trauma de la maladie, le trauma de l'infection, le trauma des films, puis là, quand tu rentres, tout ce qui est Hollywood, tout ce qui est télésérie, on parle toujours d'infection, de rhume, de transmission, de se laver pour pas de s'isoler, tu vas me transmettre, j'ai pogné quelque chose, tu sais. Fait que c'est énorme comme pilule à avaler. Fait que, excuse-moi, mais tu sais, fait que j'abonde dans ton sens, en fait, tu sais. Fait que je trouve ça C'est aussi parfait. beau. T'as pas à t'excuser. C'est une conversation intéressante. Ça me fait penser à quelque chose. J'avais lu un truc, je me demande si c'était pas avant 2020, j'avais lu le rapport du Club de Rome, en fait, le rapport au Club de Rome. Est-ce que tu t'intéressais à ça? Ben, Ça le Club s'appelle. de Rome, oui, OK. définitivement, mais tu sais, je pourrais pas te dire, j'ai-tu lu un rapport plus qu'un autre, là, tu sais, plus en général, là, d'un Ouais, point de vue un peu méta, je te dirais. Là. moi, j'avais commencé à lire, je l'ai pas lu au complet, mais ça Tu s'appelle sais, le Club de Rome, en fait, on tombe dans tu sais,
le club de la table ronde, on tombe dans le comité des 300, on tombe dans Bilderberg. On est un peu dans ce même type de schème-là, là, un peu, là, si on veut. Là. Fait que, ouais, je te laisse aller. C'est ça. Donc, moi, j'ai lu The First Global Revolution, qui est un rapport au Club de Rome. Et là, il y a un passage qui m'avait marqué, c'était que, donc, eux pensent qu'il y a une surpopulation mondiale, puis qu'on va tous mourir de faim, puis bon, c'est les néo-malthusiens, là. Ouais. Et j'avoue que j'ai été séduit par cette théorie-là aussi. J'avais lu un livre qui s'appelait Overshoot, un livre qui n'est pas très connu, là, d'un écologiste américain. Puis ça aussi, j'avais embarqué là-dedans. Pendant une brève période, je me suis dit, oh, c'est vrai, les ressources sont limitées, on est en train de détruire la planète, on est trop nombreux. Et là, c'est ça. Puis là, je lis le rapport au Club de Rome, The First Global Revolution, et là, eux sont vraiment dans cette ambiance-là. Et là, ils disent que pour contrer toutes ces menaces-là, le réchauffement, à l'époque, je pense que c'était le réchauffement climatique, ou je pense qu'ils venaient de faire le switch entre le refroidissement climatique et le réchauffement climatique, là. Parce que dans les années 70, hein, Avant d'aller au changement. oui, puis aujourd'hui au dérèglement, hein. Ouais, c'est ça. Donc là, je pense qu'ils venaient de faire le switch au réchauffement climatique, là, ou je sais plus trop. Mais là, il y a une phrase super intéressante, c'est qu'ils disent que pour arriver à atteindre nos objectifs, en fait, leurs objectifs, il faut trouver un ennemi commun qui va rallier les troupes, là, qui va faire qu'on va se serrer les coudes, puis qu'on va aller tous dans la même direction. Et là, ils écrivent quelque chose comme un ennemi imaginaire, comme le réchauffement climatique, comme remplirait vraiment là, La mission. remplirait vraiment la mission. Ou les critères, ouais. C'est vraiment incroyable. Puis c'est pour ça que je parle dans ma lettre de. On revient à la menace imaginaire. Mais je veux dire, ils l'ont écrit, le Club de Rome. Le Club de Rome, en passant, il y avait Pierre Elliott Trudeau qui en faisait partie. C'est pas, je veux dire, bon. Puis notre premier ministre canadien, c'est son fils. Bon, allegedly, là, c'est ça, c'est son. En tout cas, ça serait, ben, c'est ça, voilà. Donc Trudeau fils est aujourd'hui notre premier ministre. Son père était dans un club, dans un club select où ils se disent, ouais, ce serait bien d'avoir un ennemi imaginaire. Tu veux Voilà, dire le club, un club de fumée de cigares cubains, c'est ce que tu veux dire? Je pense. non, je sais pas, mais en tout cas, là, je parlais du Club of Rome. Ah, ok, je Euh, pensais que tu parlais de allegedly fils. ouais, ben oui, il y avait une petite, oui, c'est ça, il y avait un Si. petit quelque Ouais, chose, en il tout y cas, avait un ouais. petit, il y avait un petit quelque chose là. Vas-y. Euh, exactement, peut-être avec des liens avec Cuba, exactement. Mais bon, peu importe, c'est pas ça c'est pas ça l'important. Euh, L'important, c'est que, ben voilà, le meilleur ennemi, c'est un ennemi invisible. Et justement, là, je fais les parallèles avec d'autres crises. Ça, c'est quelque chose que je trouve aussi fascinant. Puis on en avait discuté dans notre discussion préalable. Parce que là, une des crises actuelles, c'est les fameux dérèglements climatiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas un meilleur ennemi invisible que ça? Le dérèglement climatique causé par le CO2, qui représente 0,03% de l'atmosphère. C'est vraiment l'ennemi invisible par excellence. Euh, donc, pourquoi je parle de tout ça, puis pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on parle du virus, de l'existence ou non du virus SARS-CoV-2 et des autres, c'est que ce modus operandi-là, de trouver des menaces invisibles, on le voit avec la crise, en tout cas la pseudo-crise climatique, ben, c'est qu'on va toujours nous resservir la même histoire. On va nous dire, voici, il y a une menace invisible, puis tant qu'on ne sera pas allé au fond des choses, tant qu'on n'aura pas compris que oui, on peut utiliser des menaces inexistantes pour amener des changements dans notre société, comme je l'écris dans ma lettre, hein, des changements profonds et potentiellement irréversibles. Mais oui, évidemment qu'ils vont utiliser des ennemis invisibles. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important qu'on fasse la lumière là-dessus. Et là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de volonté là, dans les médias, puis même dans les scientifiques dissidents, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de volonté d'aller dans cette direction-là. Puis moi, je pense que c'est fondamental. Puis on a vu qu'on on nous a resservi récemment la rougeole. Et il y a même certains scientifiques qui ont été très critiques par rapport au COVID, qui ont été... oui, c'est ça, qui ont dit, ben oui, ben, faudrait peut-être
prendre des mesures contre la rougeole. Enfin, encore là, je ne veux pas faire de critique ou quoi que ce soit là, par rapport à des individus en particulier, mais c'est-à-dire que si on ne va pas au fond de la chose, puis OK, c'est quoi la virologie, c'est quoi la vaccinologie, on s'en sortira pas. Et puis peut-être à propos, là, on parlait du récit officiel. Moi, j'ai étudié plusieurs crises précédentes aussi, et je me rends compte que ce soit le sida, par exemple, duquel on a parlé tantôt, ou d'autres événements historiques, il y a toujours une version alternative qui est une fausse piste. Puis la vérité est souvent derrière il y a un auteur qui disait derrière la troisième porte. Là. Donc la première porte, c'est la version officielle. La deuxième porte, c'est la version alternative mainstream. Et là, tu as la version la plus exotique qui, elle, est la plus proche de la vérité. Elle est peut-être pas la vérité non plus, je sais pas. Mais c'est ça. Puis là, on nous sert la théorie du lab leak comme étant la théorie alternative la plus populaire. Mais mon intuition, puis mes recherches, puis mes lectures, puis mon analyse très... enfin, j'aime à croire que j'ai un esprit scientifique. Pour moi, c'est clair que la deuxième porte, là, c'est une fausse piste et qu'il faut aller au fond de la question par rapport à la virologie puis à la vaccinologie. C'est vraiment fascinant. En fait, là, honnêtement, là, on va être obligé de se diriger vers une fin parce que là, j'ai l'impression qu'on vient d'ouvrir comme la discussion là, quasiment. Là, on pourrait parler longtemps de tout ça. Mais moi, c'est sûr que moi, je suis d'accord avec toi. Puis moi, encore, il y a peut-être un autre truc que je voulais dire pour ceux qui écoutent présentement. Là, évidemment, c'est des grosses choses, c'est des grosses idées, c'est des grosses propositions, mais en tout cas, je dis ça humblement, mais pour avoir passé, mettons, humblement 4 ans, mettons, à vraiment m'intéresser, honnêtement, vraiment principalement presque juste à ça, parce que dès mars 2020, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, ah, c'est probablement ça, tout de suite, ça avait cliqué vite, fait que j'ai comme foncé là-dessus. Il y a les hypothèses pour toutes, là, dans le sens que toutes les grosses questions qui vous viennent en tête en écoutant ça, voyons, ça se peut pas, telle affaire, voyons la contagion, voyons, toutes les hypothèses pour remplacer ça de façon plus simple et plus élégante sont là, ils existent. C'est juste qu'il faut prendre le temps d'être ouvert pour les écouter puis les considérer. Puis, ce que j'ajouterais à ça aussi, c'est qu'il y a des gens, beaucoup, qui critiquent ce mouvement-là parce que il ne parle pas assez des hypothèses de remplacement. OK, si la contagion est une illusion et si la virologie est fausse et tout ça, bien, vous êtes obligé de nous donner le remplacement en échange de ça. Alors que scientifiquement, ce n'est pas vrai. C'est deux étapes séparées. Il faut commencer par démonter qu'est-ce qui ne fonctionne pas présentement, qui est admis comme vrai. Puis ensuite de ça, on peut apporter des hypothèses. Mais si présentement, ce groupe de gens-là parle des hypothèses alors qu'elles ne sont pas encore publiées dans la littérature scientifique, répétées ou rien de ça, ben, tout de suite, ils vont se faire attaquer comme étant anti-scientifiques. Fait qu'il y a comme une espèce de cul-de-sac présentement où est-ce que on se fait, ces gens-là, je dis on, je ne suis pas là-dedans, mais ces gens-là se font critiquer comme dire que vous n'amenez pas assez de solutions, c'est pas assez clair et tout ça. Mais s'ils les amènent, ils vont se faire étiqueter comme étant anti-scientifiques. Ouais, mais là, amène-nous des études pour prouver tes affaires. Mais on ne peut pas les amener. Les études ne sont pas faites parce que pendant 150 ans, on a toujours convenu à la base, on a assumé qu'il y avait des virus. Donc, tout l'argent a été dans la recherche pour prouver qu'il y avait des virus. Et c'est le seul modus operandi qu'on accepte. T'sais. Fait qu'il y a au niveau de ton esprit scientifique, moi, bon, je trouve que j'abonde dans ce sens-là. Il y a une complexité, en fait, à la situation. Et le fait que dans les médias alternatifs, le mainstream alternatif, whatever, là, comme on disait tantôt, les gens en parlent pas, puis ils vont justement critiquer ce groupe-là à cause de ça. C'est très tendu, en fait, même. C'est plate un peu là, à ce niveau-là. Alors que moi, quand j'étais là-dessus, puis je le vois un peu, j'ai l'impression dans toi aussi, il y a une certaine... moi, en fait, pour moi, c'était tellement positif. Moi, je voyais ça 100% comme rassembleur, tu sais. Moi, quand, mettons, ça m'est arrivé, comme je te disais, j'ai pas fait ça beaucoup, tu sais, mais j'ai tagué, mettons, sur X, là, j'étais comme, hey, tu sais, Julie, Alexis, Dan, Pilon, tu sais, c'est ça, là, ça unit tout le monde autour de quelque chose qui est scientifiquement rigoureux. Puis en Pourquoi fait, est-ce c'est une bonne qu'on a fait... nouvelle.
c'est une bonne nouvelle. Ça simplifie tout. Exactement. Ça tombe dans tout le problème des vaccins que tout le monde a depuis, encore une fois, 100 ans et plus, que tout le monde ne sait pas comment aborder cette question-là. La réponse est là. Puis en plus, moi, il y avait la fondation, donc Desjardins, puis Stéphane Blais aussi. J'étais comme, voyons, man, pourquoi est-ce que c'est pas ça ton point de justice? En fait, s'il n'y a pas de cause, il n'y a aucune mesure qui peut être justifiée parce que tu n'as pas de cause de base. T'sais. Fait que là, peut-être qu'en terminant, peut-être que tu peux peut-être me donner ton point de vue sur le juridique, peut-être en lien avec ça. Est-ce qu'il y a du potentiel juridique pour attaquer une cause en lien avec la non-existence? Parce que je sais que tu m'avais dit que tu n'avais pas tant checké les cas, mais bon, en quelques instants, rapidement, en Allemagne, on a l'ex-virologiste Stéphane Lenka qui avait qui avait offert 100 000 en 2014, 2015, 2016 pour quelqu'un qui allait lui prouver l'existence dans un papier scientifique du virus de la rougeole. La première cour lui avait donné tort, il avait donné raison aux scientifiques qui l'avaient challengé, mais finalement, ils se sont rendus compte avec la cour supérieure après que non, le papier scientifiquement ne prouvait pas l'existence du virus de la rougeole. Donc, Stéphane Lenka avait gagné. Ensuite de ça, en Allemagne, en 2022, je crois, il y avait un monsieur qui s'appelle Marvin quelque chose qui a apporté cette notion-là en cours d'Allemagne, mais ils ont refusé d'entendre la cour. Donc, lui, il y avait des amendes non payées. Puis là, dans le fond, son but, c'était de se faire donner ses amendes pour aller en cours pour dire que la méthode scientifique n'a pas été respectée et donc il n'y a pas d'existence des virus. Et donc, je n'ai pas à payer les amendes et personne d'autre devrait le faire. La Cour a refusé d'entendre, ils l'ont laissé aller, puis il n'a pas eu besoin de payer ses amendes. Puis au Canada, je pense en 2020, fin 2020-2021, on avait un gars qui s'appelait Pat King dans l'Ouest, je ne me souviens plus quelle province, et c'est la même chose. Donc lui, il est arrivé avec ce cas-là, et on a refusé finalement de l'entendre en bout de ligne. Fait qu'il n'y a aucune jurisprudence là-dessus, il n'y a aucun précédent. Donc ça te dit quoi, toi, si tu mets tes lunettes d'ex-avocat, mettons, ces questions-là? Ben, c'est pas compliqué. Là. Dans ma lettre, je l'écris que le débat scientifique qu'on souhaite depuis le début, il n'y aura jamais lieu. Parce que si ce débat-là avait lieu, ben, ce serait dévastateur pour la version officielle. Donc là, est-ce qu'un débat pourrait avoir lieu sur le plan de l'existence ou de l'isolation du virus? J'y crois pas 2 secondes, malheureusement. Là. Ben Tu non, penses ben qu'il non, parce n'y que a aucune cour qui accepterait d'entendre ces. Est-ce que tu penses qu'il y a des cours qui accepteraient d'entendre ces causes-là, mais qui trouveraient une façon de, de donner tort, ou scientifiquement, ou sur des jurisprudences, ou tu penses que les cours, finalement, feraient juste jamais recevoir ces causes-là du tout, mettons, selon toi, ben non, c'est n'importe quoi, là, tu sais. ouais, mais c'est parce que ben, dans le cas que tu mentionnes, là, que je connais pas, mais mettons que la personne avait offert un montant d'argent, puis que là, il y avait un litige en lien avec la personne qui a accepté la gageure, puis que lui va avoir son 100 000 ben là, OK, là, il y a un litige. Mais les tribunaux se prononcent pas. Bon, il y a toujours des exceptions, mais les tribunaux, tu peux pas faire une demande de le tribunal. Demande au tribunal de statuer sur est-ce que le virus existe, oui ou non. Ça se fait pas comme ça, là. Bon, il existe l'exception qui confirme la règle, c'est le jugement déclaratoire, là. Donc, on peut demander à la Cour supérieure de déclarer les droits des parties, blablabla. Mais Mais non, je vois pas. Il faudrait qu'il y ait un litige. Donc, puis j'imagine que dans les cas où il y avait des contestations mettons, de tickets, ben là, la façon de s'en sortir, c'est peut-être d'annuler le ticket ou de dire non, c'est beau, on va garder plaider coupable, puis vous aurez juste à payer, vous aurez pas à payer, mais ils vont s'en tirer comme ça, mais non, ils veulent pas. Les tribunaux refusent de faire le débat sur la question de la menace grave à la santé de la population, qui ne nécessiterait pas d'aller dans le terrain de l'existence ou non du virus SARS-CoV-2 ou des autres virus. Donc, ils ne veulent pas aller sur le terrain de la gravité de la menace. Ils voudront pas aller, ils vont vouloir aller encore moins sur le terrain de l'existence ou non là, du virus. Non, je n'y crois pas 2 secondes. J'aimerais ça revenir un peu sur un truc que tu as dit. Tu as parlé d'une solution élégante. Écoute, c'était encore un peu de temps. Moi, je trouvais, c'est juste que là, je respectais aussi le temps qu'on s'était dit. Là, ça Oui, fait oui, une heure on et va. 1h20, là. Oui, oui, Mais vas-y. puis pour nos auditeurs aussi, là. Mais juste en conclusion, il y a un mot que tu as dit, tu as parlé de l'élégance de la solution, puis ça l'a cliqué dans ma tête parce que, et ça pour les scientifiques, là, notamment ceux qui sont vraiment dans les sciences dures, là, les physiciens, les mathématiciens, ça devrait leur sonner, ça devrait sonner des cloches, là.
parce que ma compréhension, puis encore une fois, là, je ne suis pas un physicien ni un mathématicien, mais j'ai fait quand même des sciences. Euh, L'élégance d'une solution, c'est important. Parce que là, pour faire fitter la patente avec le virus SARS-CoV-2, ça nous demande de OK, il y a ça qui est frauduleux, il y a ça qui est frauduleux, mais le virus existe. OK. Mais là, si. Ben non, pour moi, la solution la plus élégante, c'est que, ben non, il n'y a jamais eu de menace. Tout ça était une pure et totale et intégrale mise en scène qui a fonctionné à merveille pour les personnes qui ont profité de ce coup-là. Puis vu que ça fonctionne à merveille, ben ils vont juste rinse and repeat, comme on dit en bon français. Là. Rinse and repeat. Donc, ils vont nous arriver avec une nouvelle pandémie qui d'ailleurs est annoncée, là, un virus X ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut vraiment aller au cœur des choses. Puis, vraiment, là, un autre point rapidement. Moi, il y a une autre question scientifique. Juste avant que tu t'amènes ton autre point, je suis Ouais. content que tu aies ramené ça parce que moi, c'est vraiment dans mes trucs super importants en termes de valeur. Puis quand je parle de ce que moi, je considère être, mettons, une certaine notion compréhensible de la méthode scientifique, tu sais, le principe de l'élégance, en fait, c'est juste un penchant alternatif pour parler du rasoir d'Occam, finalement. Tu sais. Donc, le Ah principe ouais. du rasoir d'Occam, j'imagine que tu connais ça, là, tu sais, Oui, c'est la solution la plus simple, qui est la plus... bon, la solution c'est la solution qui a le moins de présupposés, dans le fond, à oui, c'est prédiction ça. égale, tu sais, au pouvoir égal de prédiction. C'est la solution, la théorie, appelle ça une théorie, qui a le moins de présupposés ou de variables inconnues qui va primer et qui fait d'elle finalement la plus simple, tu sais, ou la plus élégante. C'est où le principe de parcimonie, c'est la même chose un peu. C'est que dans le sens, si tu as une solution qui est complexe pour expliquer un phénomène, mais que tu peux l'expliquer plus simplement, la solution la plus simple, c'est elle qu'on accepte, là, parce que tu as moins besoin, tu as moins de risque de faire d'erreur, en fait, dans cette théorie-là ici. C'est Oui. super important. Puis l'affaire, c'est que appliquer à la pandémie, c'est une chose, mais là, tout ce que ça implique pour le reste devient immense, mais tellement simple. En fait, la vie est tellement plus simple. Euh, moi, je suis en processus, mais c'est ça qui arrive, c'est que quand tu fais ce switch-là, la vie devient tellement simple et élégante et facile à comprendre, en fait, mais difficile, mais dur d'appliquer parce que ça remet la responsabilité beaucoup sur l'individu. Ça, c'est Mhm. difficile aussi parce que l'idée de l'infection, du germe, de la bactérie qui va nous infecter, tout ça, c'est que ça nous permet d'avoir pas un cobaye, mais comment on appelle ça, un bouc émissaire, en fait, et de remettre notre responsabilité sur quelque chose. Ah, j'ai pogné de quoi, c'est pas de ma faute. Ouais. Ça me prend un médecin qui va m'aider, ça prend des pilules qui vont m'aider. Alors que quand tu flippes ça, c'est simple, mais ça demande plus d'efforts et de conscience de soi et tout ça. Fait que c'est complexe. Fait qu'en tout cas, je voulais prendre le temps de peser là-dessus parce que je trouve ça super important ce que tu as ramené. Mais tu allais rajouter un autre point. Vas-y, Louis-Elvie. Oui, puis pendant que tu parlais, il y a un autre flash qui m'est venu, là, une autre lecture que j'ai... Une autre... Ça me dérange pas, vas-y. Moi, je Un trouve ça autre flash qui intéressant. m'est venu, une lecture que j'avais faite là, il y a plusieurs années, quelque part en 2018. Écoute, j'avais lu L'art de la guerre de Sun Tzu. Euh, Puis on comprend que depuis des millénaires, hein, la guerre, parce que ce qu'on a vécu, hein, c'est une opération psychologique de type militaire. Là, encore une fois, si tu me demandes mon avis. Et puis évidemment que la tromperie, ça fait partie des méthodes militaires. Donc, est-ce qu'il aurait pu avoir une tromperie aussi trompeuse, si je peux dire ça comme ça, que d'inventer une menace imaginaire? Ben, j'ai envie de dire, ben oui, évidemment. Puis les stratèges militaires, depuis des millénaires, ils disent que la propagande, la tromperie de l'ennemi, ben c'est les meilleures stratégies. Si tu peux gagner la guerre ou gagner la bataille en trompant ton ennemi, en lui faisant croire que tu vas te déplacer sur tel terrain, alors que en envoyant des faux messages, en envoyant des faux... c'était carrément ça, hein, d'envoyer un gars à cheval avec un faux message, Ouais, c'est vieux comme le monde. Donc, ouais. je sais pas, c'est quelqu'un qui s'intéresse, par exemple, à la stratégie militaire. Ben oui, évidemment qu'on a Mais là, euh, dans ça, ça implique l'ennemi. Mais là, c'est qui l'ennemi dans ce cas-là, Louis-Olivier? ben, réponse très, 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 très simple et directe, c'est nous. C'est le peuple travailleur, c'est les esclaves du système. Parce que c'est ça l'affaire, tu sais, ça sous-tend Mais oui, toutes ces conversations-là, tu sais, puis évidemment que ça, au niveau cognitif,
pour des gens qui n'ont jamais été là, c'est inconcevable. C'est C'est inconcevable, surtout pour, je dirais, puis moi, je parle pas des boomers en termes négatifs tant que ça, tu sais, peut-être des fois un peu, là, mais tu sais, moi, je pense que c'est une grande génération pareil, tu sais, mais ils ont tellement grandi dans la genèse de ces nouveaux systèmes-là scientifiques, dans la découverte du monde scientifique moderne, de l'amélioration de la technologie et tout ça. Ces gens-là ont vu l'explosion. Fait que pour eux, la réalité scientifique du monde, c'est sûr qu'elle est vraie, là, parce qu'ils ont tellement vu une amélioration de la qualité de vie, tu sais, entre les années 60, mettons, 50, là, tu sais, mettons, début 50 jusqu'à 90, que remettre ça en cause puis penser qu'il y a des choses qui ont été placées ou faites contre l'humanité, mettons, ça fait aucun sens, là, tu sais, c'est inconcevable. c'est trop gros, ça donne le vertige. Mais moi, j'ai envie de dire, comme on disait tantôt, c'est une bonne nouvelle. Non, il y a pas de méchants virus qui nous courent après puis qui veulent nous tuer. Puis la solution, c'est probablement, puis c'est une solution qui est compliquée, c'est que là, il faut prendre soin de soi, faut avoir une bonne alimentation, faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut faire du sport, il faut méditer, il faut pas consommer d'alcool, il faut pas consommer de drogue, il faut pas fumer. C'est c'est plus compliqué. Euh, c'est ça. Puis moi, il y a une question, le point que je voulais amener en terminant, Ouais. c'est il y a une autre question scientifique qui m'intéresse. En fait, il y a deux questions scientifiques qui m'intéressent beaucoup. Donc, on parlait des bases, des fondements de la virologie puis de la vaccinologie. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces foutus vaccins-là aussi. Et ça, c'est un des sujets qui est tabou dans les médias, même indépendants. Puis ça, c'est un sujet qui est tabou. Qu'est-ce qu'il y a dans ces injections-là? Ben, on le sait pas. On le sait pas, puis on n'arrive pas à savoir. On a vu qu'il y a des équipes là, à l'étranger, notamment en Espagne, qui ont fait certaines trouvailles. Mais À Colomna. oui, oui, c'est ça exactement. Et moi, j'aimerais savoir, OK, y a-t-il un scientifique au Québec qui peut sortir un microscope puis mettre ça, mettre ça devant un microscope? Ça a pas l'air d'être compliqué, là. Mais Là, je ça le... t'amènerais une certaine nuance là-dessus parce qu'il y a ça, puis en fait, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, mais il y a un autre groupe aussi, si tu es dans si tu traîné un peu dans le groupuscule No Virus, là, les Bigelson, je sais pas si tu travailles, qui font de l'analyse de sang vivant et tout ça, eux autres, là, c'est un autre niveau, là, parce que là, tu as le sang holographique, là. En tout cas, je sais pas si tu entends parler de ça, mais OK, Non, ça me dit rien. mais là, c'est ça. Mais là, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut faire attention parce qu'eux, ils voient la gang de. Pas juste la Quinta Columna, mais d'autres autour de ça qui ont commencé, il y a 2-3 ans, eux autres, à sortir des microscopes à- pour prendre le sang vivant, là, c'est à éclairage noir, mettons, là, dark field, là, quelque chose comme ça, là, tu sais. Mais ils disent qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Fait que là, ce qu'ils voient comme étant, whatever, appelle ça du graphène, appelle ça des rouleaux, des affaires comme ça, nous autres, on sait que c'est pas ça, puis qu'il y a d'autres choses. Fait que là, il y a tout un autre pan en arrière de ça qui est super intéressant aussi à explorer, en tout cas. Là. Fait que, tu sais, je dis juste ça comme nuance, il y a toujours, tu sais, ça va toujours loin, tu sais, puis on peut pas tout savoir, là, mais malgré tout, tu sais, le point que tu amènes, je suis tellement d'accord avec ça, là, tu sais, on peut-tu avoir du monde qui vont vouloir aller au fond des choses un peu plus, tu sais. Puis encore une fois, c'est pas pour parler contre, mettons, Réinfo COVID, tout ça, mais à part eux autres, sont où les autres scientifiques du Québec, mettons, tu sais, qui accepteraient de se tenir debout, qui sont peut-être pas associés avec Réinfo COVID, puis qui se diraient, ben, nous autres, whatever, c'est quoi la vérité, on veut aller au fond des choses. S'il n'y en a pas de virus, il n'y en a pas, on s'en fout. S'il y a du graphène, ben, il y en a, on va le trouver, tu sais, puis whatever. S'il n'y en a pas, ben, tant mieux, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça, on a encore... c'est ça, on a des questions qu'on se pose. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, puis toujours rester conscient qu'on va... les personnes qui ont fait ce coup-là le savent, puis ils l'ont fait dans le passé avec d'autres événements, là. Ils vont nous mettre sur des fausses pistes. Donc, je pense que c'est important d'être conscient de ça aussi, puis de faire attention. Donc, de toujours garder un esprit très curieux, très froid, là, puis de ne pas s'emporter. C'est ça. C'est ce que je dirais peut-être en conclusion, c'est il faut poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fioles-là? Et c'est quoi les fondements, c'est quoi la vérité des fondements de la virologie puis de la vaccinologie?
Tabarnouche, j'en dirais longtemps encore, je vais être honnête avec toi, là, parce que je trouve ça vraiment le fun, puis j'avais aucune idée de quel angle ça prendrait, quel ton non plus, puis jusqu'où on aurait été capable d'explorer ça, tu sais, parce que même pour moi, tu sais, puis je sentais que pour toi aussi, tu sais, c'est quand même un terrain marécageux, là, tu sais, ou plus d'eau, de sable mouvant un peu, cette affaire-là, tu sais, c'est touché. Puis moi, je veux dire, comme encore une fois, tu sais, je suis comme, ça me fait chier que ça provoque des tensions, en fait, parce que mon but, c'est toujours, tu sais, moi, j'ai un aspect spirituel, tu sais, que je m'en cache pas. Tu sais, j'en ai parlé ici en 2020, mon show s'appelait genre Cosmocalypse, tu sais, puis je parlais genre de méditation, puis de tout ce qui est un peu plus métaphysique et tout ça, tu sais, puis c'était ça mon angle pendant cette année-là, tu sais, puis moi, j'adore ça, en fait, tu sais, mais genre, on dirait que j'ai tout le temps l'idée, tu sais, un peu naïf, finalement, tu sais, de dire, faut créer un mouvement uni autour de ça, tu sais, puis c'est la vérité seulement et tout ça, puis pourquoi on se divise, tu sais, puis, fait que je trouve ça tough, des fois, de juste voir que parler de ces choses-là peuvent créer des tensions, tu sais, mais je le comprends en même temps. Fait que j'imagine que les choses vont avancer comme elles doivent avancer dans tout ça, et puis, moi, je veux te dire, Louis-Olivier, merci beaucoup de t'être ouvert, en tout cas, sur ce sujet-là avec moi parce que je trouve moi aussi que c'est vraiment super important, fondamental. Je trouve que trop peu de gens en parlent, Oui. même en le comprenant. Ben, je veux te dire vraiment merci, merci beaucoup. Euh, En plus des merci juste général aussi pour ta prise de parole, tu sais, puis d'avoir quelqu'un aussi qui sort un peu du milieu juridique et tout ça, qui en parle avec un peu plus de tonus, ben, je pense que ça, tout le monde a vraiment te lancé des louanges méritées là, tu sais, dans les dernières 3 semaines publiquement, puis merci pour ça aussi. Un petit merci particulier pour avoir parlé de virologie avec moi, c'est bien le fun. Ben oui, encore une fois, merci pour l'invitation. Là, c'était super intéressant. Puis, tu sais, c'est ça, je me disais, je me posais la question, tu sais, jusqu'où je vais aller. On en parlait aussi tantôt, puis on en a parlé au téléphone. Puis là, je me dis, regarde, tu sais, j'ai démissionné du barreau, j'ai dit plein de choses dans ma lettre à propos du système de justice, tout ça. Mais je trouve ça tellement important, le sujet dont on a discuté aujourd'hui, que je me suis dit, ben, OK, il faut que j'en parle. Puis s'il y a des gens qui portent des jugements, puis qui se disent, bon, ben, OK, il a dit telle affaire, ben, c'est ça, ben, ils diront ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est tellement important qu'on parle de ça aujourd'hui. Puis pourquoi c'est important, je me répète peut-être, mais il faut pas qu'on retombe dans les mêmes patterns. Donc là, on a des crises en réserve pour nous, que ce soit des pandémies, que ce soit des guerres. Donc, comprenons là, que une grosse partie de ça, j'ai pas envie de dire, j'hésite à dire tout là, pour être, j'hésite à dire tout, mais une grosse partie de l'actualité et des crises manufacturées est au niveau de l'illusion pure et simple, là. Donc, j'espère qu'on va comprendre ça plus tôt que tard pour nous éviter plein de problèmes actuels et futurs. Des choses qu'on pourrait prouver facilement, tu sais, mais ça a l'air, Colin, que la NASA, ils trouvent plus les documents comme de quoi qu'on a été sur la Lune, puis ils les ont effacés, je sais plus trop. Fait que là, c'est juste, on le sait que c'est vrai qu'on a été sur la Lune, c'est juste qu'on n'a plus les preuves, là, puis on peut pas y retourner, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais, C'est une autre affaire. Mais on aime ça faire, c'est ça, on aime ça faire des liens, puis voilà. je blague, bien sûr. Mais, fait qu'écoute, t'es pas sur les réseaux sociaux. Non, Par ne, contre, ne je me sais ne me que cherchez pas, là. ouais, c'est ça. Je suis pas Euh, là. t'as-tu un projet ou pour l'instant, tu prends ça, tu vas faire encore quelques entrevues à gauche, à droite, ou il y a quelque chose à prévoir, à promouvoir peut-être pour Louis-Olivier Fontaine dans un futur ouvert? Ben, la publication de ma lettre en anglais a été faite hier. Donc, il y aura probablement une série d'entrevues en anglais là, qui vont suivre. Mhm. Donc, il y a ça qui s'en vient, probablement. Puis après ça, non, c'est ça. Je pense que je vais être dû pour pour un peu de repos, puis peut-être une retraite de méditation bientôt, peut-être du bénévolat, peut-être des projets personnels. Donc, Ouais, c'est ça, un petit 10 jours de Vipassana. C'est ça que je t'entendais dire ça avec Hello. Tu es un avide fan de méditation. Fait que moi, on ouais, partage ça aussi. Fait que je sais pas, c'est peut-être une des choses qui fait que on a une propension à avoir un esprit qui voyage un peu plus loin. Peut-être l'idée de méditer, ben, ça va ouais. aider. Puis c'est pas mal pour personne de méditer. Ça peut faire pas mal de bien. Je le recommande à tous mes amis. Nice. Fait qu'écoute, Louis-Olivier Fontaine, Ouais. encore une fois, merci. Je répète à tout le monde que c'était une conversation exploratoire, bien sûr. J'espère que ça ne vous a pas traumatisé. Si c'est le cas, ben tant mieux, il faut se brasser un peu. Fait qu'on revenez le voir la prochaine fois. Puis,
écoute, je fais jamais ça, mais je rouvre pas de discussion encore, mais pour ton intérêt et pour les gens qui ont trouvé ça intéressant, allez voir l'épisode d'avant avec le docteur Jean-Claude Guimberteau. Je t'inviterai si jamais, dans le futur, tu as le goût de checker quelque chose pour la compréhension du corps humain, parce que pour moi, toute cette question-là repose aussi sur la structure du corps humain et comment est-ce que finalement on devient malade et tout ça. Et la notion du tissu connectif, c'est une autre chose qui est en transformation présentement. Et le docteur Guimberteau est un chercheur international qui a fait les premières études avec des caméras haute définition dans le corps humain pendant qu'il est vivant, pendant qu'il faisait ses chirurgies. Et il a découvert une autre réalité complètement que la réalité médicale qu'on connaît en fait présentement. Et lui, dans le fond, son combat de sa vie, il y a 60 quelques années maintenant, c'est d'essayer de transmettre ça aux universités pour que les gens enseignent la nouvelle compréhension du corps physique. Donc, pour les gens, petite parenthèse, pour les gens qui ont trouvé ça intéressant aujourd'hui, qui voudraient avoir un peu plus une nouvelle façon de voir les choses, c'est définitivement l'épisode 36 fascinant là-dessus. Fait que sur ça, évidemment, les liens de ta lettre franco-anglo, les autres entrevues, ça va être dans la description, Louis-Olivier Fontaine. Et pour terminer, je te laisse regarder la francophonie dans le franc des yeux et c'est ta dernière impression, un dernier mot, un dernier souhait, et puis on va clore là-dessus. Un dernier souhait, je vais redire ce que j'ai déjà dit tantôt. Donc, mon souhait, ce serait qu'on aille au fond des choses, puis encore une fois, sur une note positive, là, ce serait une très bonne nouvelle si ce qu'on dit là aujourd'hui là, est avéré. Ben, c'est une excellente nouvelle. Donc, on n'a pas à avoir peur des autres. On n'a pas à avoir peur des méchants virus. On n'a pas à se faire injecter des produits à tout bout de champ. Je parle des vaccins, là. On n'a pas donné ça à nos enfants. On n'a pas donné ça à nos bébés. C'est une excellente nouvelle pour nous. Évidemment, moins pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la maladie. Mais c'est une excellente nouvelle pour nous. Donc, réjouissons-nous si ce qu'on dit là est exact. Réjouissons-nous en effet, et ça fit super bien avec la phrase qu'on dit d'habitude en terminale podcast depuis la deuxième saison, tout le monde, hein, s'il n'y a pas de menace extérieure et tout ça, ben, c'est encore plus important de changer le monde à partir de l'intérieur, à partir de soi. Donc, oublie pas, si tu veux changer la réalité, change-toi en premier, puis ensuite de ça, change le monde. Salut tout le monde, reviens voir dans un prochain épisode. Merci beaucoup. C'était Dans le franc des yeux pour Franc-Maçon. Ciao! Merci Louis-Olivier. Merci.